Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour un troisième épisode de la mini-série L'heure du bilan. Aujourd'hui, avec mes invités du jour, on se consacre à l'attaque des Gunners avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Jonathan. Bien, bonjour Jonathan. Salut Raoul. Le président Corentin Salut Raoul, salut à tous. et Nico. Bonjour à tous. Salut Nico, qui a fait l'impasse Salut. sur l'heure du bilan des milieux de terrain. Il n'a pas pu dire tout le bien qu'il voulait de garde. C'est ça, c'est ça. Je l'ai pas encore écouté, Raoul. J'espère que tu as dit des belles choses. Oh bah, On a été sympa, hein. On a été sympa. tu me connais. Enfin, pas Raoul, je veux dire. Corentin et moi, on a J'espère. été sympa. Ouais, ouais, j'espère que tu as dit autant de belles choses que sur Raya, hein. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai nuancé. Mais non, ouais, non, j'ai même provoqué, je crois. Mais tu l'écouteras et puis tu nous diras ce Ouais, que tu en as pensé. Alors, messieurs, la écoute. liste est longue aujourd'hui. Et comme les deux premiers épisodes, je vous propose, dans un premier temps, de nous attarder sur ce que j'ai considéré, moi, comme étant la ligne d'attaque, entre guillemets, titulaire. Alors, soit par la force des choses, ou soit par je sais pas trop quoi, mais j'ai défini la ligne d'attaque suivante, Martinelli à gauche, Saka à droite et Kai Havertz dans l'axe. Donc j'espère que cette ligne d'attaque vous conviendra. Et puis après, on fera les remplaçants slash blessés, pardon. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien. On va commencer, allez, je suis gaucher par le côté gauche, avec Martinelli. Alors, Martinelli, cette saison, si mes recherches sont bonnes, toutes compétitions confondues, c'est 51 matchs, c'est 10 buts marqués pour 5 passes décisives. Euh, je vais vous laisser la parole de suite, messieurs. Qu'avez-vous pensé de la saison du fiston avant que je prenne sa défense, bien entendu. Euh, allez, Nico, t'étais pas là au dernier épisode, on te laisse la parole. Allez, let's go. Donc, Martinelli. Alors, pour commencer, je crois qu'il a eu une petite période de blessure, environ un mois entre février et mars, C'est si je me ça, rappelle bien. c'est ça, c'est un mois, ouais. Ouais. Voilà. Et bon, ça à prendre en compte en faisant le bilan, je pense, et on aura d'autres des joueurs qui ont été absents à un long moment. Moi, Martinelli, sa saison, tu l'as dit, Raoul, tu as dit 10 buts, 5 passes D, toute compétition, je crois. Euh, on va commencer par les points positifs. C'est un joueur qui a une utilité certaine, notamment sur son rôle de provocateur, mais surtout, je trouve, dans son apport défensif. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons pour un ailier gauche. Et en ça, il est hyper utile maintenant. Et c'est là où, ben, du coup, on apporte des aspects un peu plus, des axes d'amélioration, on va dire. C'est que c'est un joueur qui est assez stéréotypé, et offensivement parlant. Je trouve, il fait tout le temps la même chose. Il provoque toujours de la même manière. Il n'y a pas de grande nouveauté. Et le cap qu'on attend qu'il passe depuis un petit moment maintenant, je pense, bah, à la fin de cette saison, on se demande toujours quand est-ce qu'il va le passer. Et c'est là où il doit être beaucoup plus décisif. Mais je pense que le fait d'être décisif va être un mot qui va revenir peut-être souvent dans ce bilan. Parce que là, pour le coup, c'est un joueur qui, à la fin de l'année, c'est difficile de dire demain, on recrute pas à son poste, demain, c'est un titulaire indiscutable. C'est pas aussi clair que ça. Donc, moi, c'est une saison un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a des choses à améliorer, même beaucoup de choses. Et il faut vraiment que ce soit un joueur qui devienne décisif devant le but, notamment. Moi, c'est comme ça que je vois la saison de Martinelli. Jonathan. Bon, je crois que bon, Nico a bien résumé la saison de Martinelli. Très, très, très stéréotypé, très prévisible. On sait exactement ce qui va se passer. Quand on regarde un petit peu ses statistiques de, de création d'action,
qui amène, enfin, les actions qu'il crée qui amènent à un but, c'est très pauvre. Il est dans le 18e percentile pour ça. Donc, il est vraiment dans les ailiers qui amènent le moins de danger. Mm. Donc ça, c'est un problème. Pour moi, si tout se passe bien avec le mercato d'été, alors qu'on croise les doigts, hein, parce qu'au vu des deux derniers mercatos, il faut toujours être sur nos gardes. Mais si tout se passe bien cet été, Martinelli, je doute qu'il soit titulaire la saison prochaine. Alors, je dis ça, Raoul, on en avait parlé quand on avait fait le bilan du mercato Echo la saison dernière. Et moi, je voyais déjà partir sur le banc, alors qu'au final, ça n'a pas été, ça a pas été ça. Donc, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ses performances sont pas là où elles devraient être. Sont pas là où elles devraient être. Je vais peut-être faire une photographie un petit peu de l'attaque un peu plus générale, mais quand on regarde les statistiques de nos attaquants en première ligue cette saison, où aucun d'eux n'a passé la barre des 10 buts, Mm. En on première se- ligue, ouais. en première ligue, on se Mm. demande, enfin, c'est un exploit de finir second. Alors d'un côté, c'est très décevant, parce que c'est très pauvre, surtout quand on compare à la concurrence, où il y a quand même il y a quand même d'autres attaquants qui ont vraiment explosé cette saison. Et c'est quand même, tu te poses la question, Havertz, 9 buts, Havertz, meilleur buteur en première ligue de l'équipe, alors qu'il est out depuis le mois de février. C'est assez parlant. Après, on a qui? On a Martinelli avec 8 buts, Trossard avec 8 buts, Merino avec 7 buts. Waouh, ça fait peur. D'un autre côté, ça donne aussi des bons espoirs pour la saison prochaine et pour le futur. Parce qu'on se dit qu'en tweakant deux, trois trucs, en rajoutant un avant-centre, un ailier, on peut vraiment exploser et aller chercher plus loin. Pour en revenir à Martinelli, on dirait qu'il a atteint un plafond de verre et qu'il répète. Il essaye la même chose toutes les semaines. À tous les matchs, il essaye la même chose. Ça marche pas et il continue. Et pourtant, il a quand même eu un bel espace pour s'exprimer, hein. Ça fait quand même 4 5 saisons et il a depuis le début du projet Arteta. Arteta lui a toujours fait confiance. Il y a eu cette concurrence en début de saison avec Trossard. Et les performances de Trossard font que il se renvoie un petit peu la balle. Mais ailier, Arsenal, deuxième de Première Ligue, demi-finale de Ligue des Champions, 10 buts, 6 passes décisives. Au moins, sur les passes décisives, tu t'attends à plus, quoi. Et il a loupé que 4 matchs cette saison. Il a joué 51 matchs, 3 500 minutes, c'est énorme. Et alors, c'est vrai que son apport défensif n'est pas négligeable. Très bien, ça sera indépendant de Raoul, j'imagine. Mais il est malgré tout ailier. Et offensivement, on a besoin de plus, quoi. Donc, voilà pour moi. C'est un peu décevant. Et la saison prochaine, il va être mis à rude épreuve parce qu'en plus de Trossard dans les pattes, il risque d'avoir quelqu'un d'autre aussi. Donc, va falloir fighter doublement au risque de partir sur l'aile droite en backup de Saka. Ouais. Corentin, juste avant de te laisser la parole, Ouais, je vais te devancer pour une fois, juste pour donner vas-y, les vas-y. notes, puisqu'on les a publiées Ah oui. sur les réseaux sociaux. Ça permettra peut-être d'étayer tes propos. Martinelli, sur l'ensemble de la saison, il a une note moyenne de 5,63 donnée Mm. par les fans qui pouvaient noter à chaque rencontre via notre site internet et une note de 5,5 par la rédac. Ce qui en fait pas le Mm. moins bon, mais surtout pas le meilleur. Voilà. Ouais, ouais. Pour toi, Corentin, la Ouais. saison de Martinelli? Je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que Nico et Jonathan ont tout dit sur son cas. C'est vrai que ça a été décevant pour moi, surtout au niveau des statistiques. Parce que comme l'a dit Jonathan, il a quand même joué énormément de minutes malgré sa blessure. Pourquoi il a joué autant de minutes? En fait, tout simplement parce que Trossard était vraiment pas au rendez-vous cette saison lui aussi. Donc en fait, je m'en souviens, en bilan de mi-saison, on se disait que c'était vraiment les deux qui se renvoyaient la balle pour savoir qui allait être le plus nul sur le flanc gauche. Et ça a été un peu ça toute la saison, même si Martinelli quand même se rattrape. Et puis il y a ce but au Bernabéu qui est quand même marquant. Et puis je pense que ça sauve un peu sa saison parce que sinon, sans c'était vraiment compliqué. Mais ouais, je pense il lui faut vraiment un concurrent à gauche. Et je pense que c'est ce qui va vraiment c'est ce qui va vraiment être un tournant pour lui, quoi, sur sa suite de carrière, en fait, avec nous. Parce que je pense qu'il n'y a pas il y a aucune raison qu'il parte, mais moi, j'imaginais, du coup, cet été, un départ de Trossard pour justement laisser la place
un nouvel ailier gauche qui est vraiment une concurrence entre le nouvel ailier gauche et Martinelli. Mais là, apparemment, Trossard est parti pour une prolongation de contrat. Après, on n'a pas eu de nouvelles dernièrement sur son cas, mais je pense qu'il s'apprête à rester chez nous. Donc voilà, est-ce que ça fait pas un peu trop de concurrence à gauche? Moi, je pense pas, mais pour moi, il faut que si on veut gagner une première ligue, pour moi, il faut un ailier qui statte vraiment plus que ça, quoi. Parce qu'il y a déjà Saka qui fait beaucoup de stats, mais pour moi, il faut vraiment un vrai penchant à Saka à gauche. Et jusqu'à preuve du contraire, Trossard et Martinelli ont pas pu le faire. Donc quand je vois par exemple les statistiques de Salah cette saison, ben, faut au moins un ou deux ailiers qui arrivent à ce niveau-là, quoi. Bah, je pense que Trossard et Martinelli, je suis même pas sûr qu'ils arrivent au niveau comptable de Salah. Ah ouais, non, Bah non, non. non, non. Donc ça c'est vraiment le point qui fait un peu crisper, quoi. Alors, moi, sur le fiston, je vais quand même apporter des petits compléments. Si vous le permettez, messieurs, je pense que, après, vous savez que j'aime beaucoup son profil parce que des fois, il me faut pas beaucoup pour me contenter, mais le fait qu'il soit bon ou pas bon, il a au moins une régularité dans la combativité et sur l'apport offensif. Et je reprends ce que tu disais, Jonathan, même si c'est un ailier et qu'on lui demande surtout d'être présent offensivement, mais je pense que Arsenal a un jeu, ou que Arteta a un jeu qui impose d'avoir des ailiers qui, d'une part, savent défendre, mais surtout qui ne rechignent pas à la tâche au niveau de la défense. C'est-à-dire que si maintenant, je prends l'exemple du Real Madrid de cette saison, où tu as Mbappé qui défend pas, où tu as Vinicius qui, depuis l'arrivée de Mbappé, ne défend plus. T'avais que Rodrigo finalement sur son côté qui travaillait un peu plus défensivement. Et Paris l'année dernière, par exemple, quand ou à l'époque, tu avais Neymar, Messi et Mbappé, quand les trois défendaient pas, tu te rends compte que Paris n'allait jamais loin non plus dans les compétitions européennes. Alors, je parle pas du championnat de France parce qu'il est tellement tronqué que ça compte pas et que tu peux te permettre contre des petites équipes de pas défendre. Mais en Europe, ça ne passe plus. Et on voit d'ailleurs que cette saison, tu prends l'exemple de Gvara, de Doué, de Barcola, ce sont des ailiers qui défendent énormément. Et ils ont récupéré le titre de champion d'Europe cette saison, ça en fait également partie. Donc, Martini, sur son implication, en tout cas au niveau du club, au niveau de l'équipe, là-dessus, moi, franchement, je crois que je le mettrai toujours, lui ou un profil identique, à l'honneur par rapport à un côté starification, que moi, je ne supporte pas. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, messieurs, c'est le repositionnement de Martinelli à droite quand tout le monde était blessé. Et au Mm. final, où c'est peut-être sa meilleure période de la saison. C'est vrai. Mm. Pourquoi? Parce qu'il est droitier, donc peut-être plus à l'aise, peut-être plus précis aussi de son pied droit pour centrer, alors qu'on le sait que, vous l'avez dit, vous avez parlé de jeu stéréotypé, on sait que Martinelli, dans ses débordements, lorsqu'il est côté gauche, 9 fois sur 10, il va aller chercher la ligne de but pour se mettre sur son pied gauche et centrer. C'est un joueur qui rentre très peu sur son pied droit. Et c'est peut-être quelque chose qui lui a manqué ces dernières années pour passer un échelon. Et je reprends encore une fois vos propos, c'est peut-être là où il a atteint un plafond de verre. Pour la saison prochaine, je pense que, en tout cas, c'est bien parti pour, avec Bertha. S'il y a un recrutement, et il y en aura forcément un d'un ailier, je pense que automatiquement, sauf en cas de blessure, Martinelli perdra sa place de titulaire au détriment de la recrue. En tout cas, en début de saison. Après, il peut y avoir les suspensions, il peut y avoir les méformes, il peut y avoir les blessures. On connaît un petit peu. Il faudrait peut-être travailler d'ailleurs l'analyse des ischio-jambiers de nos futurs recrues pour savoir si c'est vraiment du solide ou pas avant de les recruter. Mais je pense qu'il perdra sa place de titulaire. Et comme tu disais, Jonathan, ça peut devenir le backup de Saka à droite. Voilà. Pour autant, est-ce que moi, personnellement, je suis déçu de la saison de Martinelli?
C'est toujours pareil, quand on le dit souvent, comment être déçu quand tu attends pas grand-chose. Alors, je vais pas dire que j'attendais pas grand-chose de Martinelli, mais Martinelli, il a fait du Martinelli. Voilà, donc il a été Et ne pas parfois avoir beaucoup maladroit. d'attentes, ne pas avoir beaucoup d'attentes sur un Zinchenko qui joue jamais, c'est une chose. Martinelli qui est titulaire, on est obligé d'avoir des attentes. Si on n'a pas d'attente sur un Martinelli qui est censé être l'ailier gauche titulaire, Non, non, parce que au même cas, si je te dis, excuse-moi Nico, si je te dis que j'ai aucune attente dans le jeu aérien de Degarde, ou c'est pas la même chose. c'est dans le même cas Peu où si je importe. te dis, je suis déçu du jeu de Garde. Je peux pas être déçu, j'attends rien, il va pas au duel. Mais Donc juste pour dire que quand je dis je suis pas Donc, déçu, t'attends rien du jeu offensif de Martinelli alors. c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que pour moi, il a fait du Martinelli et que je pense qu'il pouvait. Bah, j'attendais pas beaucoup plus. J'aurais aimé qu'il fasse plus, j'aurais aimé qu'il marque plus, mais après, c'est du Martinelli. Et de toute façon, dans tous mes débriefs de match, j'ai souvent mis en avant le travail et l'implication défensive de Martinelli, sachant que tu perds aussi beaucoup d'énergie en faisant ce travail-là, et que peut-être quand tu perds de l'énergie, tu perds aussi de la lucidité. Voilà, après, c'était pas notre Martinelli, c'est pas notre star boy, c'est pas notre star offensive, c'est un joueur de couloir et de devoir. Mais j'aurais aimé qu'il fasse plus, effectivement. Mais en est-il capable? Je sais pas. Il mais a oui, déjà il en est fait, capable. il a déjà fait des saisons où on marquait plus, où il a marqué plus, pardon. Hmm. Mais offensivement, de toute façon, cette année, elle est tellement éclatée de notre côté, en termes de statistiques, en termes de buts, etc., que voilà. Donc, je lui mets pas les félicitations. Je lui mets à peine des Merci. encouragements. T'as dit quoi, Jonathan? Bah, j'ai dit merci parce qu'il Oh, joue mais quand de même. rien. Plaisir est Il pour moi. joue, il joue quand même plus que, il joue quand même plus que Trossard, mais il a des stats moins bonnes que Trossard. Donc on reviendra à Trossard après. On y Mais reviendra, ouais. Juste pour finir quand même sur une note positive sur Martinelli, on n'en a pas parlé. Faut rappeler quand même que notre jeu penche beaucoup à droite. Merci, Corentin. Voilà, avec Odegaard et Saka, on attaque beaucoup de ce côté-là. Ça, c'est un fait. On le sait, les statistiques le montrent. Donc Martinelli se retrouve très souvent isolé sur son côté gauche parce que Lewis Kelly a un rôle beaucoup plus axial et il ne va pas proposer les mêmes débordements qu'un Ben White ou un Timber par exemple. Donc il y a ce point-là aussi qui fait que notre animation à gauche, notamment en première partie de saison, était quasiment dans le néant, quoi. Et Mais c'est donc, vrai qu'on en a souvent est-ce parlé. qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand on a Saka qui est toujours aux prises? Enfin, mathématiquement, quand Saka et Odegaard sont pris Ah, par mais deux, bien trois joueurs, sûr. il y Mais a un bien sûr, quelque chose déséquilibre, à faire. Mais ça, c'est pas à nous une de. possibilité de rebasculer à un moment ou à un autre, Et ça, quoi. pourtant, on l'a quand même relativement dit assez souvent lors des débriefs de match, hein, Jonathan, rappelle-toi. Hein. C'est de dire que, mais même l'année dernière, c'était pareil. Il y avait ce fameux triangle et tu avais Martinelli ou Trossard qui était seul sur le côté gauche et qui attendait très souvent, vainement, de recevoir le ballon. À un moment donné, quand tu apportes un. Ouais, quand l'adversaire est en surnombre défensivement de son côté gauche, donc notre côté droit, ça veut dire que côté gauche chez nous, côté droit chez eux, il y a quelque chose à faire. Mais sauf que Ødegaard n'a pas ce jeu-là pour aller chercher très rapidement de l'autre côté, puisque on est fait de jeux de petites passes sur des petits espaces, etc. Et que tant que tu n'auras pas ce joueur qui est capable, comme à l'époque Alonso à Liverpool ou au Real, d'une longue transversale, d'aller chercher rapidement de l'autre côté, on fera jamais de décalage. Jamais. Mais ça, on l'a dit, je, 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 je sais même pas combien de fois, tellement on l'a répété. Du coup, vous, alors, saison plutôt réussie, plutôt un échec, plutôt une réussite, plutôt pas d'avis? C'est un échec pour moi. Ok, Un Ouais, échec moi, compte tenu de ce qu'il a pu faire sur d'autres saisons. Bah, alors certes, c'était il y a 2 saisons, mais quand il met 15 buts, 5 passes D en 22-23, je crois, il est capable. Et là, cette année, je trouve qu'il y a du moins bien. Donc, déjà l'année dernière, il y avait du moins bien. Donc, non, pour moi, un échec cette année. ok. Corentin? pareil, pareil. Ok, Échec, c'est peut-être un peu trop fort, mais vraiment décevant, quoi. C'est ce que je dirais, quoi. très bien. Jonathan? Oui, bon, ok. Alors, messieurs, je vous propose d'arrêter sur Martini là. On va arrêter cet enregistrement. Je vais chercher d'autres potes de French AFC qui mettront peut-être des meilleures notes à Martinelli. Et puis, tu continues l'enregistrement après. Allez, on enchaîne avec Saka. Parce que du coup, je vais pas dire que vous avez été très dur avec Martinelli. Vous avez été très
je pense, objectif. Et j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, j'ai hâte de vous entendre sur Saka. Saka, toujours si mes stats sont bonnes, c'est toute compétition confondue, c'est 37 matchs joués cette saison, c'est 12 buts pour 13 passes décisives. Une compétition confondue, ouais. Euh, ouais, toute compétition Mm. confondue. Je laisserai Jonathan ou d'autres apporter Ouais. des stats plus précis sur la PL si vous le souhaitez. Il a été élu par la rédac comme par les fans, en tout cas sur la partie notation, le Gunners de l'année. Et là, messieurs, en tout cas, vous m'avez lu et vous Mm. m'avez entendu pour certains. Je trouve que c'est, je vais pas dire scandaleux. Non, non, j'ai pas dit, je dis pas, mais je trouve que c'est tellement irréel. Mais moi, j'aurai le temps d'y revenir juste après. Une note de 6,59 par les fans et de 6,38 pour la rédac. À noter qu'il a été quand même blessé assez longtemps aussi. 21 Ouais, matchs manqués. 4 mois, ouais. Ouais. 21 matchs manqués, ça fait quand même beaucoup. Et pour quelqu'un qui a loupé autant de matchs, ces stats, c'est vrai elles sont assez intéressantes. Maintenant, si on prend les stats d'un côté et que l'on parle de qualité de jeu de l'autre, messieurs, je vous écoute. Qu'avez-vous pensé de la saison de Saka? Bah, juste pour revenir sur les notations, c'est vrai que quand c'est généralement nous, enfin généralement c'est tout le temps comme ça, mais on note à chaque fois en fin de match. Et quand un joueur offensif généralement fait basculer le match, que ce soit par des passes décisives ou par des buts, on a tendance à le noter de façon un peu plus élevée, quoi. Donc c'est aussi pour ça que Saka est au final devant Rice cette saison au niveau des notations, parce que on le sait, avant sa blessure, il était vraiment sur le même rythme que Salah. On le disait tous, je crois, au moment où il se blesse, il est à 10 passes D, je crois. Donc en fait, on pense tous qu'il va carrément péter le record d'Henry au niveau des passes décisives. On était très fort sur corner, donc tous les corners qu'il tirait, c'était très bien et ça faisait souvent des passes décisives là-dessus. Euh, donc voilà aussi pourquoi Saka est autant élevé au niveau de la notation. Après, Raoul, je comprends pourquoi tu dis au niveau de la qualité de jeu, c'était pas forcément pour sa part cette saison parce que c'est vrai que comparé à d'autres joueurs, Saka, c'est pas quelqu'un qui est spectaculaire, c'est pas quelqu'un qui va faire des dribbles à tout va ou qui va surdominer, on va dire, un match cette saison. En fait, on a eu tellement de purges aussi, il faut le dire, toute la saison, qu'en fait, il suffisait généralement que d'une ou deux actions pour être décisif. Et c'est ce qu'a fait Saka, en fait, et c'est là où moi je le trouve très fort, c'est que euh, il arrive à être décisif vraiment au moment où il faut. Et en fait, sa blessure, c'est vraiment le grand tournant de notre saison offensivement, parce qu'en fait, en début de saison, en fait, c'est lui qui faisait tout offensivement. Et quand il se pète, et bien là, on se rend compte que waouh, c'est vraiment très très compliqué. Et on n'a pas ce joueur vraiment qui, sur une demi-action, va pouvoir vraiment faire ce but ou cette passe décisive. Donc, en fait, c'est là où pour moi Saka il est très très important pour l'équipe et pour moi ça reste le leader offensif numéro un. Et je comprends tout à fait les critiques comme quoi il devrait faire plus ou plus de buts, plus de passes D. Après cette saison, c'est quand même difficile de juger là-dessus étant donné qu'il a loupé 3 mois de compétition. Mais voilà, moi je suis d'accord qu'il n'aurait pas dû être promis au niveau de la notation et même au niveau de l'élection des supporters sur le site internet d'Arsenal, où ça a été Rice en premier, Saka en deuxième et Raya en trois, même moi je trouve qu'il ne devrait pas être deuxième, quoi. Pour moi, il y a Gabriel qui a fait nettement une saison nettement meilleure que lui. Et voilà, je trouve qu'il a été, il a quand même été, il fait une première partie de saison très 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 élevée. Mais ensuite, c'est compliqué, je trouve, de le comparer aux autres. Et c'est pour ça que je comprends qu'au niveau notation, ça dérange qu'il soit premier, quoi. Et pour en revenir au vote des supporters, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un mec qui a été à l'académie, qui est un bébé du club, C'est ça. qui m'attaque et que bah, du L'aspect coup, affect, l'affect que est très tu, très fort pour ce joueur. que tu le veuilles ou pas,
Tu mets toutes ces choses les unes après les autres, bah, quand les gens qui votent, c'est de l'émotionnel. Les gens qui votent, c'est de l'émotionnel. Et très souvent, on a vu des matchs qui faisaient qui n'étaient pas spécialement bons, mais où il avait ses notes sur la feuille de match à la fin. Et où il avait soit une passe D, soit un but. Donc, je sais que. Voilà. Ça, c'est non, mais je comprends que ça puisse créer de la frustration, mais tu mets toutes ces choses-là ensemble, font que ces résultats-là, même moi, enfin, qui ai fait les notes plusieurs fois, oui. Pour moi, un Rice devrait être devant, un Gabriel devrait être devant. Mais pourquoi est-ce que tu as autant de joueurs à vocation offensive qui gagnent le ballon d'or et aussi peu de défenseurs? Bah, c'est le problème dans le foot, dans le foot de façon générale. Dans le foot de façon générale. Après, on ne peut pas lui enlever que, on parlait tout à l'heure des actions qui amènent à un tir où Martinelli était très, très, très bas dans le classement. Lui, par contre, Saka est très, très haut. Il est dans le 91e, donc il est Mm. meilleur que 91% des gens à son poste dans ses actions qui amènent à un tir. Euh, donc il arrive quand même à se montrer plus dangereux. Lui aussi est quand même pas mal stéréotypé, hein. On sait qu'il fait beaucoup de centres ou qu'il est sur le côté droit, il revient sur le côté gauche et il tire, ça commence, enfin il tire du gauche, ça commence à être assez connu. Moi j'en attends plus de Saka, j'en attends beaucoup plus. Euh, Quand je pense que les derniers à avoir mené triplé pour Arsenal, c'est Eddie Nketiah la saison dernière et Jésus contre Crystal Palace, ça me fout les boules parce que c'est ce que je veux. Et le problème, c'est qu'on compare souvent les performances d'un Saka à un Salah. Mais juste pour remettre les choses rapidement dans l'ordre, Salah, à l'âge qu'avait Bukayo Saka, il était à Chelsea et ses stats, elles étaient out. Et c'est Ah pour oui, ça qu'après, il est parti à je la l'ai pas, Roma et hein. qu'il a pris. Mm. Ça fait quoi? Depuis qu'il est à Liverpool avec Klopp que c'est devenu le monstre que c'est. Donc, on a un peu un problème de riche, là. C'est qu'on a un joueur, enfin, parce que ça fait 5 ans qu'il est en première ligue, qu'il est titulaire, on pense qu'il est au pic, mais il n'est pas au pic encore. Il a 2 3 ans de son pic encore, on espère, hein. Mais, et donc là, il y a quand même encore un beau potentiel sur le futur. Mais je suis d'accord sur certains points avec Raoul, enfin, moi personnellement, j'attends plus de Saka, j'attends de le voir être plus décisif. Il faut qu'ils arrivent à créer des schémas de jeu, mais bon, ça c'est avec Arteta, avec les coachs, où on arrête à chaque fois ces trucs en U, là, à chaque fois on essaie d'un côté, ça ne va pas, on repasse par Haute-Garde, on repasse par Partey, on repasse de l'autre côté, où on s'en sort pas. Il faut réussir à créer plus, donc ça, on espère que ça viendra avec le mercato de cet été. Mais malgré tout, avec 21 matchs manqués, il s'en sort quand même pas mal. Il s'en sort quand même pas mal. Et c'est là où je trouve que ce genre d'émission prend tout son sens parce que une notation, et tu l'as dit, Jonathan, je crois que c'était toi, les notations sont faites côté rédac pendant le match et publiées dans la foulée. Et nos internautes ont le temps d'aller noter peut-être 1 ou 2 jours, mais je pense que les notations se font très rapidement après le match. Je pense que c'est, Corentin, tu peux confirmer, je pense que c'est aller le lendemain où il y a le plus de notes, voire le jour même, quoi. Ouais, voir dans les 2 3 heures Ouais, voilà. max. Après, ça se fait Mais peut-être du plus coup, rapide. mettre une note ne permet pas d'argumenter. Et c'est là où, encore une fois, ce genre de débat-là est intéressant parce que on est capable de motiver nos arguments. Et c'est là aussi où la sensibilité rentre en ligne de compte. Moi, j'entends tout ce que vous dites. On va entendre Nicolas avec impatience et avec une oreille vraiment bien, bien, bien ouverte. Mais euh, là où je suis pas d'accord avec toi, Jonathan, c'est quand tu dis Saka, il centre beaucoup. Alors peut-être que les stats vont me donner tort, mais moi, je trouve que on parlait de jeu stéréotypé de Martinelli. Je pense qu'en termes de jeu stéréotypé, Saka, il est pas mal non plus, hein. C'est, Je l'ai dit oui, qu'il rentrait sur le pied gauche et qu'après il tirait ou. oui, il Enfin, revenait, mais Saka, c'est quand même énormément de jeux courts. Mais pareil, c'est un gaucher qui est sur le côté droit. Donc, la nature fait que il va chercher son pied gauche. Mais tu le vois très rarement déborder comme un ailier de l'époque et de ramener des centres pour Havertz, Rice qui peuvent être à la réception ou pour Ødegaard qui est à l'entrée des 16 mètres à la récupération du deuxième ballon. Donc,
Juste, on est d'accord qu'il a le même problème que Martinelli de l'autre côté, Oui, au niveau de son placement et de son pied. Mais il n'en fait pas du tout la même chose. non, Les deux n'en font pas du tout la même et chose. pour autant, je l'ai souvent dit que j'aurais adoré voir Saka permuter pendant les matchs à gauche et Martinelli à droite. Et ça, je trouve que c'est un fait, et là, on peut pas me l'enlever, ce fait-là. On en parlera pendant le prochain podcast, justement. Non, mais dans les lignes d'attaque, on peut parler de créativité, on peut parler d'imagination, on peut parler de travail, de schéma de jeu, etc. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et on va commencer par Nico, mais le fait qu'aucun attaquant ne change de position pendant le match, moi, je trouve que c'est très, très frustrant. D'une part, parce que tu peux aussi te mettre sur ton bon pied et changer ton jeu, et d'autre part, lorsque tu as lors d'un match, quel qu'il soit, Saka ou Martinelli, même chose pour Trossard, même chose pour Nwaneri, pour Sterling. d'autres. Quand tu... non, je l'ai pas dit. Lui, tu peux le mettre où tu veux, ça marche pas. Mais quand tu es en difficulté par rapport à un défenseur qui connaît vraiment bien ton jeu, qui t'a bien analysé, etc., va voir de l'autre côté ce qui se passe. Peut-être que tu vas avoir peut-être plus de facilité. Et c'est là où moi je le regrette. Nico, la saison de Saka, tu l'analyses comment et c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, par rapport à son classement, sur la notation de la rédac, la notation des supporters d'Arsenal, la notation des internautes? Comment, Ouais. avec un joueur qui fait un début de saison de feu de Dieu, qui est blessé 4 mois, coupé en plein élan, comment tu analyses sa saison? Alors, effectivement, déjà, elle est quasiment, enfin, oui, elle est en deux parties sa saison, mais au-delà de ça, et les notes le reflètent, c'est que pour moi, Saka, en début de la saison en tout cas, c'est la star de l'équipe. C'est lui dont on attend beaucoup, c'est lui qui doit porter l'équipe quand c'est dur, etc. Donc il a ce rôle-là, effectivement un rôle qu'il a probablement très jeune. Comme le disait Jonathan, faut pas l'oublier. Après, les questions sur savoir est-ce qu'il ira plus loin ou pas, ça on verra plus tard. Mais voilà, au début de la saison, c'est pour moi la star de l'équipe. Et là où je l'attends, c'est que ben effectivement, il stat, d'accord. Ça, il va. J'ai l'impression que c'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, va stater. Alors, on en a parlé, il tire les corners. On était sur une période où les corners étaient bien tirés et puis bien pris en charge après par Gabriel et d'autres pour marquer. Donc ça amène des stats. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est de savoir finalement où ça mène ces buts et ces passes décisives. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me souviens d'un Saka qu'on a vu progresser. Notamment, je me rappelle d'un match il y a quelques saisons où, contre Manchester United, il récupère un ballon un peu au duel aérien, il se retourne, il avance, il envoie un pétard des 25 mètres. Et d'ailleurs, ça avait été à l'époque souligné par Thierry Henry en disant, bah voilà, là, il est allé chercher ce but-là, etc. Quand la saison commence, on voit que Sakai, je crois que premier match, il envoie pareil, une frappe pleine lucarne, le truc un peu classique, hein, son enroulé pied gauche, etc. Donc on pense que ça part sur des standards assez similaires. Arrive sa blessure et ensuite son retour. Son retour, on peut le juger malgré tout, même si bah, une phase sur laquelle il doit bah, reprendre du rythme, etc. Mais son retour, moi, il me plaît pas. Il me plaît pas parce que ben il y a des occasions dans des matchs clés, en référence au PSG par exemple, le retour où il doit marquer ses buts, il doit les marquer de par son statut, de par ce qu'il représente pour le club, de par là où on l'attend, il doit marquer ses buts. Et c'est un joueur qui, au même titre que Martinelli et d'autres, il rate des occasions, mais à la limite lui encore plus, il doit pas les rater. Parce qu'il n'est pas du même niveau que Martinelli. Pour moi, il est beaucoup plus fort. Je suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il est aussi stéréotypé que Martinelli. Pour moi, je trouve qu'il y a une palette dans son jeu qui est plus grande, notamment sur son pied faible, où moi, je l'ai vu marquer plus de buts enfin, je l'ai marquer pas mal de buts sur son pied droit, etc. Plus centrer aussi son pied droit, avoir des passes décisives avec son pied droit. Donc, je le trouve beaucoup plus à l'aise. Mais au final, sa saison, elle est très compliquée à juger parce que tu as une absence de 4 mois. Tu as un début de saison qui est effectivement tonitruant. On voit que c'est un joueur sur lequel, a priori, les attentes, il arrive à les supporter et à nous maintenir en dehors,
enfin, en dehors du marasme qui était début de saison, parce qu'en plus c'était des matchs effectivement très compliqués à regarder. Sur son retour, bon, c'est un peu décevant parce que là où il peut faire des différences, là où il doit marquer, là où il doit finalement un peu porter l'équipe, comme je disais, il y est pas forcément. Donc c'est un peu gênant. Est-ce qu'il y a des conclusions à tirer là-dessus? Je pense pas, mais faut que il revienne avec un état d'esprit de conquérant et de buteur. Il faut qu'il marque. Et encore plus. Donc oui, il y a des attentes sur Saka, elles sont légitimes de par son potentiel, mais il faut qu'il fasse plus et vraiment qu'il soit décisif sur des gros matchs. Marquer des buts effectivement dans la saison, c'est très intéressant. Les triplés, on les attend effectivement de sa part. Par contre, il faut qu'il marque contre Manchester City, il faut qu'il marque contre Liverpool, il faut qu'il continue à marquer contre des grosses équipes européennes, etc., etc. Il Et est c'est là où on l'impact, l'attend. il est l'impact qu'a eu Rice contre le Real, qu'on voit que c'est lui qui Exactement, sort de la merde, quoi. exactement, c'est tout à fait ça. Et de Et façon je, je- régulière. et de façon régulière. Et je pense qu'il a la capacité de le faire. Maintenant, voilà, faut que vous en parliez tout à l'heure et ce sera l'objet du prochain podcast, mais faut qu'effectivement il y ait des schémas qui soient différents, travaillés différemment, peut-être des permutations. Euh, Ça, on verra bien ce que ça donnera l'année prochaine, mais bon, faut que Saka soit le joueur majeur de l'équipe vu l'effectif qu'on a aujourd'hui en tout cas. Merci Nico. Parce que pour finir sur Saka, en tout cas pour ma part, si quelqu'un veut rajouter quelque chose par la suite, bien Ouais. entendu, messieurs, vous n'hésitez pas. Euh, mais je reprends ce que Jonathan disait. Saka, lorsqu'il joue, c'est minimum une prise à deux, voire une prise à trois. Ah bah, toujours, ouais. Euh, D'avoir des grands joueurs dans une équipe, c'est des fois aussi là. C'est-à-dire que si un joueur monopolise trois attaquants, ou trois défenseurs, pardon, mais que tu ne le vois pas du match, qu'est-ce qu'on s'en fout si on sait gérer les décalages après? Mm. Moi, franchement, si Saka me fait un match, je vais pas dire où il est transparent, mais où il attire trois défenseurs, ou deux défenseurs, un milieu, on s'en fout, sur son côté chez l'adversaire, et qui permet de créer des espaces qu'on appelle le jeu sans ballon, et ce que l'on parle rarement aujourd'hui dans le foot moderne, en tout cas à Arsenal, mais moi je peux lui mettre 8 tous les jours, hein, je m'en fous, hein. Même s'il fait pas de passe D, même s'il marque pas de but, hein. Parce que c'est aussi ça, être décisif, et c'est aussi ça, peser dans le game, comme on dit. Ouais, je suis jeune quand je dis ça, mais peser dans, vous m'aurez compris, hein. Mais voilà, donc du coup, il y a quelque chose à faire et t'es pas obligé Alors oui, bien sûr, mais les triplés, on sera content, mais t'es pas obligé de marquer, t'es pas obligé de faire des passes décisives. Attire juste, sois un aimant, un défenseur, libère de la place, parce qu'à un moment donné, comme dit, le foot, c'est mathématique, il se joue à 11 contre 11. Donc si tu as déjà trois joueurs qui sont sur Saka, ça veut dire que potentiellement, tu en as déjà deux de chez nous qui sont libres. Donc, Mm. travaillons la sortie de balle rapide, travaillons les changements de côté et appuyons-nous là-dessus. Et les équipes qui joueront différemment, où il sera en un contre 1, etc., bah, c'est peut-être là où il pourra mettre ses qualités footballistiques en avant, ou alors dans des phases de transition rapide sur des récupérations de balles, ou, pour reprendre le terme que Louis adore dans la recherche de la verticalité, d'aller chercher Saka rapidement devant pour jouer sur sa vitesse, sa capacité d'élimination, etc. Mais, euh, mais voilà. Je pense que tu voulais rajouter quelque chose, Corentin. Je vois ça à Ouais. ton regard. Moi, je suis d'accord avec toi, Raoul, mais juste pour conclure sur son cas, il y a peut-être des gens qui vont nous trouver trop dur ou quoi, mais on est très critique envers lui parce que aussi c'est le Starboy, parce qu'on l'adore et parce qu'on veut le voir vraiment tout en haut de l'Olympe, quoi, ce mec, ce joueur-là. On veut le voir vraiment à un niveau de Salah. Et pour nous, en fait, c'est ce niveau-là c'est ce statut-là qui mérite. En fait, c'est ce niveau-là qu'il doit atteindre et qu'on est tous quasiment sûrs qu'il va atteindre, quoi. Donc voilà, on est critique avec ça parce que vraiment. C'est notre chouchou aussi, quoi. Mais je voulais juste, en dernier avertissement, je voulais quand même parler de cette Panenka manquée face au Real Madrid. Gros avertissement là-dessus parce que ça a failli être un tournant sur le match retour. Mm. Parce qu'il a failli avoir, en plus du pénalty raté, un péno pour le Real à ce moment-là. Et moi, je me Pas suis la chié même dessus. histoire. Mm. Il y a un quart d'heure où je me chie dessus quand même sur le match retour du Real à cause de ce penalty manqué. Donc, je tenais à le dire quand même parce que je voyais. On aura tous l'image de Corentin pendant le match, du coup.
je voyais ce moment où putain, le Real allait avoir un péno et ils allaient revenir à 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a tenté ça? Et voilà, avertissement là-dessus quand même. Parce que c'est pas normal de tenter ça à ce moment-là, Saka. Voilà. Et on est très peu à le dire, ça, tu vois. Quand on parlait de privilèges de Saka par rapport à son histoire au club, etc. Je sais pas si Martinelli comme ça, mais il se fait massacrer pendant 4-5 mois, c'est hein. ça. Et par contre, mais Arteta, pardon, Arteta l'a dit en conférence de presse que sur le moment, il avait envie de les triper, quoi, tu vois. Normal. Non, mais faut le dire. Ah oui, Il faut le normal. dire. Ça sert à rien de le surprotéger. Par contre, je trouve que la fanbase trouvait ça presque plutôt drôle que en disant, ouais, il a eu les coronets de le tenter à ce moment-là. Bah, non, non, attends, les Il gars. marque derrière, hein. Il marque derrière, donc Ouais, mais Heureusement. sur le moment, c'est pas la même chose. Et après, je suis d'accord avec Nico aussi. Euh, Moi, de louper des face-à-face, même quand tu es attaquant, et quel que soit le nom que tu portes, de louper. Bah, je prends l'exemple de Donnarumma, match aller comme au match retour. Martinelli en a une au match aller. Il en a une aussi au match retour. Donnarumma fait les arrêts qu'il faut. Et c'est pas mal joué de la part de Martinelli. Par contre, la balle de 2-2 que Saka il a sur son pied droit, ou qui vient d'un centre de la gauche, où Donnarumma est battu, c'est-à-dire que tu n'as plus l'obstacle de Donnarumma. Alors, et quand tu es sur, même si tu es sur ton mauvais pied, on doit mieux faire, et c'est là où, Nico, je suis entièrement d'accord avec toi, sur des matchs couperés comme ça, parce que honnêtement, si on met le 2-2, je refais pas l'histoire, hein, et Paris mérite amplement son titre par rapport à la qualité de jeu qu'ils ont proposé depuis le mois de février. Mais si tu mets le 2-2, je suis sûr que vous, comme moi, vous pensez à la fin du match de Paris contre Aston Villa où ils prennent le bouillon. Ouais, Bien sûr. c'est un tournant. Et C'est moi, un je suis tournant. persuadé qu'on est capable d'aller chercher le troisième derrière. Je Ah, suis c'est sûr. persuadé. On est dans un temps fort, et voilà. Donc Non, après, il y moi, avait le par temps contre, tu derrière. vois, hein. Il y avait le temps derrière, Bien hein. sûr, ouais, et en plus, il y avait le temps. Donc, tu vois, moi, et là, je suis pas dans la haine ou en disant, voilà, on est éliminé à cause de lui, ou l'année dernière, le Bayern, quand il crochette Neuer et qui préfère tomber que d'aller mettre le ballon au fond des filets. C'est plein de petits détails où, encore une fois, en termes de sensibilité, pour moi, encore une fois, le côté star, il ne s'achète pas. L'historique d'un joueur, c'est le côté beau de l'histoire, mais le côté star, tu dois aller le chercher par tes performances, etc. Et effectivement, de par son histoire, on a beaucoup d'attentes sur lui. Je ne pense pas qu'il a atteint aujourd'hui un plafond de verre. Il faudra le noter sur une saison complète. Mais si maintenant, et j'aurai le même message, et j'ai le même message quel que soit le joueur, si à un moment donné, à chaque fois que tu fais soit une demi-saison parce que tu es blessé, ou pour reprendre l'exemple d'Arteta, mais bien entendu qu'on en reparlera dans le prochain épisode, on te dit, ouais, mais la série de blessures, c'est du jamais vu, etc. Si à chaque fois on trouve une excuse, même si c'est factuel, on juge jamais personne en fait, tu vois. Donc, il faut que tu sois présent au rendez-vous tant que ton corps le permet, tant que l'adversaire le permet, tant que la hype le permet. Et tu dois faire mieux quand tu es sur le terrain. Voilà. Du coup, euh, en un mot, la saison de Saka, en un adjectif, pardon, vous la définiriez comment? peut mieux Satisfaisante, faire. passable. Pardon, Jonathan? Peut mieux faire. Corentin? Euh, Ouais, ouais, pareil. Peut mieux faire, ouais. Nico? Wait and see. On va voir ce qui va donner l'année prochaine. Même si j'ai confiance, c'est pas le sujet. Ok. Mais il faut qu'il maintenant qu'il prouve. Alors parlons d'une saison satisfaisante, si vous le voulez bien, messieurs. Et bah, voyons la suite la saison prochaine. On termine avec cette ligne d'attaque entre guillemets titulaire, avec l'autre fiston, Kai Havertz, la machine, Aïe, le rock, King Kai. Le Powerhouse. l'indestructible Powerhouse. qui se détruit 2 jours après. Kai Havertz, cette saison, c'est 36 matchs, toutes compétitions confondues. Si je me trompe sur les stats, messieurs, encore une fois, n'hésitez pas. C'est 15 buts, 4 passes D, pardon. Et c'est 1-0 pour la France. Et c'est notre meilleur buteur en championnat. C'est ça.
et même de toute façon toute compétition confondue. C'est notre meilleur buteur cette saison, alors qu'il loupe 3 mois à peu près, puisqu'il se pète, Ouais, et ouais. Mm. il se pète début février, je crois, juste On va après bien prendre. le mercato. On va bien juste pour Et le dernier match, ouais, alors que c'était pas prévu de base, mais ouais. Hmm. On parlera de sa transformation physique qu'il a enclenchée juste après. Mais Kai Havertz, pour vous, messieurs, est-ce que sa saison, en tout cas les matchs qu'il a joués, fait taire un petit peu ses détracteurs, les critiques que l'on pouvait avoir en face de lui? Est-ce que pour vous, les critiques sont toujours les mêmes, sauf qu'il a été peut-être plus décisif? Comment vous avez ressenti et senti sa saison? Et pour changer, on va commencer par Corentin. ben, je crois que je suis tombé sur une stat hier. Je crois qu'il a 34 buts plus assists sur les 50 derniers matchs. Donc, en fait, offensivement, sur les deux dernières saisons, c'est très satisfaisant. En fait, on a souvent en tête les ratés qu'il a, qui sont assez énormes. Et en fait, il y avait surtout basé sur une manque de confiance, notamment la saison dernière. Mais là, c'est pareil, c'est comme Saka, il y a une grosse blessure. C'est compliqué à juger. Mais c'est qu'il y a ce tournant, c'est quand même, j'en rigole maintenant, mais au début on rigolait pas, mais quand on part faire ce stage à Dubaï où on espère que ça va être comme l'année dernière, ça va. Si, si, on peut en rigoler. Si, quand même, l'histoire est belle. Elle est magnifique, C'est cette histoire-là. drôle, parce Attends. qu'on part là-bas, on se dit que ça va faire comme l'année dernière, ça va nous redonner un élan et tout. Euh, je pense qu'Arteta, il dit, je pense même pas 2, 3 jours avant, Kai Havertz, il est super solide, il se blesse jamais. Il se pète sur une connerie Sur une d'exercice phase défensive. Ouais. de phase défensive, de coup de pied arrêté à l'entraînement. Il se pète là-dessus. On se dit, mais attends, c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment le deuxième tournant de la saison parce qu'à ce moment-là, non seulement on n'avait pas Saka, mais on n'avait plus Havertz. Et là, ça a été vraiment Ah, on n'a ça a plus été personne. On n'a plus personne. là, ça a été le début de la purge ultime, quoi. C'est-à-dire que là, Mikel, il s'est dit, bon, ben, pas le choix, Merino en neuf, on est en mission. Et puis, vraiment, c'était à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, la saison, elle est foutue, quoi. Et puis, au final, on a quasiment eu raison, parce qu'à part en Ligue des Champions, à partir de ce moment-là, la première ligue, s'effondre, quoi. Totalement, nos résultats sont catastrophiques à partir de ce moment-là. En fait, c'était un peu notre point d'ancrage qu'on avait en attaque, où il était quand même très important dans les duels, dans le jeu, dans les remises. Techniquement, c'est quand même un joueur au-dessus de la moyenne. Enfin, il a quand même des qualités, il a quand même de très grosses qualités de finition aussi, quoi qu'on en dise, c'est quand même un bon finisseur. Il a des stats. Alors, certes, c'est le meilleur buteur du club cette saison, mais bon, il y avait tellement rien autour de lui que c'était pas compliqué. Mais je pense qu'il a vraiment besoin, la saison prochaine, d'un joueur vraiment qui tourne autour de lui, quoi. Alors, je sais pas comment Arteta va réussir à intégrer un nouveau neuf et à continuer à le faire jouer. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment l'une de mes grandes interrogations la saison prochaine. Incompatible. Je sais pas comment il va réussir à faire ça parce que pour moi, Havertz va continuer à jouer très régulièrement. Mais la question vraiment, c'est comment on va être organisé avec Havertz et un nouveau numéro 9. Parce que pour moi, c'est là en fait où il peut être très très fort, c'est avec quelqu'un autour de lui, quoi. Quelqu'un qui lui libère des espaces ou qui a une vraie affinité avec un autre attaquant. Pour moi, c'est là où je suis vraiment curieux parce que c'est là en fait où il peut exploser encore plus au niveau des statistiques. Voilà. Nico? Ouais, bah Havertz, c'est vrai que vu la saison précédente qu'il fait, où en PL il met 13 buts et c'est 7 passes D, bah on l'attend comme notre buteur. Clairement, il a cette position-là, etc. Et puis au début de saison, en vrai, il est présent, il fait des actions des fois de grande classe, de vrais buteurs, etc. Donc au niveau des critiques qu'on pouvait entendre, ben, Corentin l'a expliqué, finalement, il répond présent. Et là où je rejoins également Corentin, c'est que, oui, de par leur blessure, il y a un parallèle à faire entre Saka et Havertz, où, finalement, ils débutent relativement bien tous les deux la saison pour
du fait de blessures, s'éteindre et à peine revenir dans le cas d'Havertz qui est revenu sur des bouts de match à la fin. Euh, c'est un joueur, moi, Havertz, que j'aime beaucoup. Euh, Parce que, alors, je veux dire, c'est un joueur de caractère. Attention, c'est pas quelqu'un qui gueule, c'est pas quelqu'un qu'on entend beaucoup, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se laisse pas trop marcher dessus. Et je pense que ce type de profil, on en a de plus en plus, et il nous en faut. On doit capitaliser là-dessus. De plus, ben, en soi, je pense que c'est un joueur qui agace l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose qu'en revanche, on a peu. C'est là-dessus qu'Havertz aussi, je le trouve utile, c'est qu'il peut faire un peu dégoupiller ses adversaires directs. Maintenant, voilà, sa saison, elle est, t'as l'impression qu'en fait, enfin oui, il l'a pas terminé, mais c'est surtout que tu t'es déçu quoi de de pas avoir vu plus. Il finit avec au niveau des passes D, vous l'avez dit, je m'en rappelle pas, mais c'est un joueur aussi sur lequel on peut compter là-dessus C'est 4 passes au D, niveau toute des passes compétition D. compétitive, pardon. Toute Voilà, compétition. ils sont confondus. Pff, Mais ouais, non, à Havertz, c'est vraiment, moi, à Saka et Havertz, pour moi, je peux prendre la même chose et dire la même chose, à part le côté star de Saka que je ne donne pas à Havertz, mais il y a des vraies similitudes. Donc, on attend l'année prochaine, on est curieux de voir comment ça va fonctionner en attaque s'il y a un nouveau recrutement au poste de numéro 9. Et oui, très intéressant de voir comment il peut arriver à faire fonctionner tout ça. Ça peut être, franchement, ça peut être, à deux attaquants, ça peut être quelque chose de très intéressant. Après, rappelons aussi que tout à l'heure, on disait que Saka avait fait une excellente début de saison. On peut dire quand même que le duo, le binôme Saka-Havertz nous porte en début de Oui, saison, oui. quoi. Non. Il y avait un début d'entente ou pas, mais en tout cas, ils arrivaient à se trouver. Et c'était relativement intéressant. Et tu avais l'impression qu'à chaque match, quand tu regardais le résumé, c'était soit le buteur Havertz, soit le buteur Saka, soit les deux. Et passeur, c'était pareil, quoi. Donc, il y avait quelque chose qui était en train de se créer. Et, euh, et ouais, effectivement, cette fameuse blessure ridicule. Jonathan, avant de te donner la parole, juste parler des notes. Hum. Euh, je pense que je vais perdre mon objectivité en donnant les notes quand même. La note des fans, 5,41. La note de la rédac, 5,79. Encore une fois, on est sur de la sensibilité de football, etc. Mais Havertz, on va dire, c'est celui que les gens comprennent le moins, je pense, dans l'effectif. et c'est Dans vraiment dommage, hein, parce que quand et moi j'ai essayé de les faire gens n'arrivent ça. pas, les gens n'arrivent pas à saisir son importance, en fait. C'est Et ça qui pourtant, compte. moi, j'ai essayé de faire sa promotion depuis 2 ans, hein. Mais encore une fois, non. Alors du coup, ça va être, à mon avis, compliqué l'année prochaine parce que je pense que si on prend un vrai numéro 9, je ne vois pas comment il peut être intégré dans l'organisation, dans le 11 type d'Arteta si Arteta ne change pas son système de jeu. Parce que le mettre sur un côté, ça serait ridicule. De le mettre en 8 face à Declan Rice, il fait pas le poids. De le mettre à la place de Degarde, il touchera pas Degarde, donc ça sert à rien d'en parler. Donc je pense qu'il va rentrer plus dans une rotation de Joker, etc. Après, à voir comment lui, mentalement, il accepterait. Je vais mettre ça au conditionnel parce qu'on ne sait jamais. Je veux dire, on n'a pas recruté de neuf pour l'instant. Comment il vivrait la chose et comment il vivrait son nouveau statut. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont fans d'Arsenal et qui ont un peu le temps, vous prenez les premiers matchs de championnat et vous regardez. En fait, vous regardez pas le match, vous regardez juste les déplacements de l'inverse. Et vous comprendrez Complètement. l'intelligence de ce joueur. Elle est incroyable. J'en parlais tout à l'heure, le jeu sans ballon d'inverse. Alors, ça le dessert au niveau des fans, parce que justement, vu qu'il joue sans ballon et qu'il va chercher des espaces qui sont libres pour éventuellement créer ce décalage ou laisser l'espace à quelqu'un d'autre qui peut venir le derrière, etc., en fait, on lui reproche de ne pas être là où un numéro 9 standard devrait être. Mais vraiment, regardez, si j'avais le temps, si j'avais les moyens vidéo, je crois que je m'amuserais à faire une vidéo d'1 heure sur les déplacements d'inverse et sur ce que ça apporte. C'est assez incroyable
la culture footballistique de ce joueur. Enfin bref. Jonathan, Kai Havertz. Pour en revenir aux notes, je trouve que les notes sont très ingrates, mais comme on l'a dit tout à l'heure, là, on est en train de faire un bilan d'une saison qui s'est finie il y a 10 jours, donc on a un petit peu de recul, alors que les notes sont sorties dans l'heure pour la rédaction. Donc, bon, je sais qu'on peut tout comparer, Raoul, mais il faut juste mettre un petit peu de nuance là-dessus pour comprendre la façon dont a été noté Avertz. Oui, bien sûr, non, Ensuite, mais je donne mon la point de saison vue. Hein. la saison prochaine, moi je pense que la saison prochaine, alors déjà il y a deux choses. On sait qu'Arteta aime toujours amener une petite innovation tactique en plein été, à voir ce que ça va être pour la saison prochaine. Mais je pense que on se dirige sur quoi? On se dirige sur Sesco ou peut-être Gyökeres en neuf. Je L'un pense ou que l'autre. de toute façon, Havertz sera titulaire en début de saison. Havertz sera titulaire en début de saison et il va pas lâcher l'affaire facilement. Donc, ce sera vraiment à la personne qui a derrière de faire la différence quand elle rentre, quand elle sort du banc. Il y a des matchs de Carabao Cup assez tôt dans la saison, au mois de septembre, pour faire la différence à ce moment-là. Donc, Havertz, je pense qu'il aura les armes pour se battre et à voir comment il s'en sort. Il était sur une saison là où il partait, une saison, bon, qui est pas mirobolante non plus, mais avant sa blessure, il partait pour une saison à 30 buts et passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui est pas négligeable. Donc, euh, donc à voir. Euh, on en reparlera dans l'épisode sur Arteta. Euh, Voir la Il va y gestion avoir qui était. beaucoup de choses à dire. Non, mais juste quand on a parlé qu'il a fait cette déclaration, alors qu'il avait déjà Saka qui était out, qu'il avait déjà Mm. Jesus qui était out, que Martinelli s'était fait mal. Mais bon, Jesus et Martinelli, c'est dur de mettre leurs blessures sur le compte de l'enchaînement des matchs. Saka, c'est beaucoup plus facile. Et la situation de Saka et de Havertz se ressemble plus que aux deux autres. Et voir cette concurrence la saison prochaine au poste de neuf va être bonne à ce niveau-là, quoi. Il n'y a peut-être pas besoin d'attendre toujours la 85e pour faire des changements. Et peut-être qu'il y aura plus de flexibilité tactique un peu plus tôt dans le match. Donc à voir. Moi, Verts, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a ce début de saison 2023-2024 où on ne sait pas trop parce qu'il a des positionnements un peu bizarres comme 8. Mais une fois qu'il a trouvé chaussure à son pied à la pointe de l'attaque, il était très bon. Et c'est ce qui est marrant. Je ne sais plus quel match c'est. Je crois que c'est contre Brighton. Je ne sais plus. Où il rate une action super simple et derrière, il est lancé en profondeur et il part sur la droite de l'attaque. Je crois que c'est contre Brighton, où il marque un but de folie, quoi. Il avait loupé un caviar juste avant et derrière, il met un but magnifique qui est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner quand ils sont tous à 100%. Ouais. Du coup, malgré sa blessure, saison plutôt satisfaisante malgré les notes, ou, Encourageant en tout cas. ou Ouais, moi je plutôt... dirais Ouais, ça. Moi je dirais ça. Encourageant, toi. ok. Parfait. On va passer au banc. Et bah, je vous propose de commencer, parce que sa saison fut courte, par Gabriel Jesus. Pourquoi on commence pas par Trossard, qui est le quatrième titulaire quand même? Ok, alors si tu veux, Jonathan Fournier, on va commencer par Leandro Trossard. Monsieur Gardons, Fournier, gardons le Monsieur meilleur Fournier, pour la fin. je vous prie d'accepter toutes mes excuses et nous allons commencer donc, comme je vous le proposais, par Leandro Trossard, notre Belge, le quatrième mousquetaire, celui qui se tire la bourre avec Martinelli en début de saison, celui qui va faire des piges en neuf, celui qui va faire des piges à la place de gardes durant la saison, celui voilà, capable du meilleur comme du pire, souvent du pire, mais qui parfois, voilà, ses stats parlent d'elles-mêmes par contre, puisque toute compétition confondue, c'est aussi l'un des joueurs les moins blessés de la saison, puisque c'est 56 matchs, toute compétition confondue. C'est celui des attaquants qui a joué le plus. C'est 10 buts marqués, c'est 9 pas décisives. Et du coup, on enchaîne sur les notes. Euh, les internautes assez, je vais pas dire assez durs, mais qui lui mettent une note de 5,37 et une notation plus sévère que la rédac qui lui donne un 5,51. Et puis bon, vu que Jonathan avait une envie assez folle de parler de Léandro Trossard, bah Jonathan, la parole est à toi. Ben, merci.
Comme ses coéquipiers, il est au ralenti lors de cette saison. Mais on a vu une évolution, je trouve, au niveau de Trossard. Il commence à l'année 2024-2025. Il est super susceptible. C'était quoi? C'était Aston Villa, le match contre Aston Aston Villa, Villa, il c'est va Aston Villa, célébrer. ouais, ouais. Euh, Mais alors que tu fais la gueule quand t'es remplaçant, pas de problème. Si tu cartonnes quand tu es titulaire. Mais quand C'est tu es ça. titulaire, t'es pas au niveau, enfin, tu dois accepter ce genre de choses. Et j'ose espérer qu'il a quand même un rapport assez proche avec Martinelli, qui discutent et qui se connaissent bien en situation. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de jalousie. Parce que les deux, il n'y en a aucun qui fait la différence. Donc accepte-la et montre-le sur le terrain. Et j'aimais pas du tout, moi, ce body language en début de saison, comme ça, faire la gueule, un machin, un truc. Et petit à petit, ça a changé. Et je trouve que ces 2 derniers mois de PL, qui étaient vraiment très, Mm. très ennuyeuses, bah, et où on a eu tous ces matchs qui étaient chiants, qui duraient, où on se forçait vraiment à regarder ça. Et je trouve que le seul qui faisait la différence, c'était Trossard, au niveau de la grinta qu'il montrait. Et justement, ce body language qui n'était pas bon en début de saison, c'est lui qui montrait qu'il avait envie, qui faisait des rentrées dangereuses dans la surface. Et, et voilà, autant j'étais pas fan en début de saison, autant cette fin de saison. Alors peut-être que c'est le dossier de son extension qui Ouais. fait qu'il a voulu se montrer sous un meilleur jour et pas faire son grincheux quand il n'est pas content, parce qu'il est quand même à un âge où normalement, si on regarde Martinelli sur Transfermarkt, il a 55 millions, Trossard est à 22. Au niveau financier, aurait plus de sens de vendre Martinelli. Moi, ça me dérangerait. Non, mais Mais qui met 55 millions pour Martini, là? je te parle de sa valuation sur Oui, Transfermarkt. oui, non, mais qui va mettre ça? Oui, absolument. Mais voilà, Trossard, si on vient à lui étendre son contrat, parce qu'il parlait de 4 ans au début, c'est quand même énorme pour un attaquant de 31 ans, euh, c'est du mal. Mais donc, je ne sais pas si c'est ça qui a joué, mais en tout cas, dans les satisfactions de cette fin de saison, de ces 2 derniers mois où on sait que la PL c'est mort, mais où on se battait pour une deuxième place de Première Ligue, je trouvais que c'était un des rares à montrer qu'il avait faim et qu'il avait envie. Donc, je voulais juste souligner ça, quoi. Et à voir ce qui se passe l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, si tout se passe comme prévu, Martinelli ou Trossard la saison prochaine, ils vont devoir sortir les rames, quoi. C'est clair. Qui prend la suite? Nico, je te Moi, laisse. ouais, bon, je vais faire rapide. Bon, alors, déjà, je vais être clair, Trossard, je l'aime pas. Donc, je suis On pas parle du de tout sensibilité dans le objectif. football, tu vois. Je l'aime pas. Ouais, ouais, mais je Mais je suis te pas du comprends, hein. tout objectif. J'aime pas du tout ce joueur. Je bois les paroles de Jonathan quand il dit que en début d'année, body language était catastrophique, c'est vrai. Quand il dit que compte tenu de sa situation contractuelle, ses prestations se sont améliorées, c'est vrai aussi. Mais moi, pour moi, Trossard, s'il est bon dans ton équipe, c'est que ton équipe va mal. C'est un joueur qui est, oui, il est peu blessé, c'est vrai, on peut pas lui enlever ça. Mais pour moi, c'est un joueur de rotation. Il est très bien sur le banc. Il est très bien quand il rentre. Il est très bien à être utilisé à droite, à gauche, au milieu, en attaque. Mais c'est tout. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et il l'a fait très bien pendant une période. Après, je comprends qu'il a envie d'avoir plus, mais quand tu as plus et que tu ne réalises pas ce qu'on attend de toi, ben, tu retournes à ta case départ. Donc, Trossard, c'est pas de prolongation, déjà. Et surtout, c'est sur le banc, quoi. Malgré ses stats, malgré effectivement une fin d'année meilleure et un côté peu blessé. Et moi, les joueurs peu blessés, j'en veux bien sur le banc, il n'y a pas de problème, hein, quand ils peuvent rentrer pour remplacer ceux qui le sont. Mais non, non, Trossard, c'est- je, j'en veux plus. J'en veux Dans plus le, sur le pa- terrain titulaire. Dans le passé, comme remplaçant, il a fait tellement mal quand Mais bien sûr. Une fois que Martinelli avait bien essoré tout le monde, là, il rentrait là-dedans comme un couteau dans du beurre, quoi. C'était. Après, dans l'analyse de la saison de Trossard, est-ce qu'il faut vraiment dissocier le Trossard remplaçant du Trossard titulaire ou analyser l'ensemble? Parce que vous l'avez tellement bien dit cette saison et on l'a dit l'année dernière, c'est un super sub qui n'a jamais su prendre sa chance lorsqu'il était titulaire.
Et cette année, il a souvent été titulaire par la force des choses, et notamment les blessures de Degarde dans un premier temps, puis Saka, puis Martinelli, etc. Donc il a eu la chance de jouer beaucoup. Encore une fois, les stats seuls sont pas dégueux. Ils sont pas Maintenant, il y a du... exceptionnels du tout. Hein? Ils sont pas exceptionnels non plus, hein. 3 400 minutes, 10 Ouais, mais buts, 9 passes. Et 10 buts, 9 passes, quoi. C'est... Pour un attaquant, c'est au même niveau que Martinelli. Alors, je pense que Trossard marque plus que Martinelli en championnat, à mon avis, si on fait Ouais. la dissociation. Euh, Mais c'est Au notre... standard d'Arsenal, c'est pas mal. Au standard de n'importe quel champion de championnat ou de numéro 2 de demi-finaliste de Ligue des Champions, Ah, bien sûr, mais là, Ouais, ça vaut pour tout le monde. Corentin, ton avis sur notre Belge? bah, franchement, si je devais définir sa saison en un mot, c'est vraiment irrégulier, quoi. Parce il y a cette première partie de saison où il est vraiment infâme, quoi. Ses prestations étaient vraiment horribles. Moi, j'en pouvais plus de le voir. Il y a ce moment aussi où Arteta le met à la place d'Odegaard, mais bon, ça, c'est pas de sa faute. Mais les matchs qu'il fait au milieu, c'est une catastrophe. Ah, c'est indigeste. Euh, et puis voilà, comme l'a dit Jonathan, il y a ces 2 derniers mois de PL où il fait parler sa plus grande force, l'efficacité, la finition, où en termes de finition, Trossard, c'est un excellent joueur. Il y en a rien à dire là-dessus. Euh, il s'est marqué un but sur vraiment le peu d'occasions qu'il a. Et ouais, il y a quelques matchs voilà, en fin de saison où voilà, s'il marque pas, ben, on gagne pas, quoi, où on se retrouve dans la merde. Donc ouais, franchement. Comme les gars l'ont dit, quoi, c'est un très bon super sub, mais en tant que titulaire, bah, jamais de la vie, quoi. C'est trop ça un titulaire, c'est plus possible, quoi. Donc moi, je veux bien qu'on le prolonge et qu'on le garde pour les sorties de banc, mais voilà, comme l'a dit Jonathan, si c'est pour faire la gueule et qu'il fasse sont grincheux. son grincheux, c'est pas la peine, quoi. Enfin, ça nous intéresse plus, quoi. Donc Trossard, moi, je le voyais vraiment partir cet été, moi. Hmm. Mais bon, voilà, les rumeurs de prolongation m'avaient étonné, mais bon, je me dis, bon, Après, si on a effectivement, l'argent, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est jamais blessé, donc il a au moins ça pour lui, quoi. Donc il est toujours là pour le club, mais bon, pour le peu de statistiques qu'il montre, c'est quand même très léger, quoi. Ouais. si on a l'argent pour recruter ce qu'on veut en les gardant tous les deux, tant mieux, hein. Ouais, Tant mieux. ouais. Ça sera peut-être de passer le troisième tour de la FA Cup, hein. On ne sait jamais. Mais Oh, le côté sarcasme, oh, la bombe qui va... Oh, le tacle gratuit, balle perdue, boum. Euh, Moi, je rajouterais à tout ce que vous avez dit que probablement ce qui m'énerve le plus chez Trossard, et je pense que ce qui le limite dans sa progression en première ligue, c'est son implication dans le jeu de tête. Tout comme Odegaard, il saute pas. Ah ben c'était Et moi, ah ça ouais, me hein. rend ouf. il fait 1,55 m. Il fait quelle J'en suis- taille? Le match contre Van Dijk là contre Liverpool, Non, mais alors, attends, alors, ok, alors, et c'est encore. Tu c'est mets très très Trossard contre dur. Van Dijk qui prennent pas un ballon de la tête, honnêtement, ça me choque pas. Mais Ben oui, mais le saute, problème, c'est que mais tous les saute, défenseurs sont comme ça. saute au moins. Mais Soixante-douze. même quand, quand il est sur le côté, Ah il ne oui, non, saute mais. jamais. Quand il jouait à la place de Degarde, il y avait un ballon en l'air. Je sais pas, je vais vous décrire une situation et vous allez avoir à peu près 1000 images qui vont vous venir et j'espère que nos auditeurs également. C'est quand il y a une balle qui arrive en l'air, Trossard il fait semblant d'y aller au duel et il fait Ouais. toujours ce petit pas en recul où il laisse rebondir le ballon parce qu'il ne le contrôle même pas. Il laisse rebondir le ballon et il espère avoir un deuxième ballon. En première ligue, c'est pas possible. Donc moi, ça, perso, c'est stop, tu vois. Ça passe pas. C'est non, j'en peux plus. Après, ce que vous avez dit, le côté super sub, de toute façon, on l'a tellement dit que voilà. Mais si on s'attarde un tout petit peu sur cette notion de prolongation ou pas, si je me trompe pas, je crois qu'il va lui rester 1 an de contrat. Ouais. C'est ça? Ok. Donc là, le club doit faire un choix. C'est soit on le prolonge, mais pareil, il a 31 ans. À un moment donné, ce mec-là, tu lui donnes pas 4 ans de contrat, ni 3.
Moi, je lui fais un 1+1, éventuellement. Non, oui, si, c'est 2026, ouais. Ouais. Donc, Si, je lui fais ouais. un an avec une option de reconduction, etc. Pour éventuellement, si tu dois le revendre en fin de saison d'après, toucher encore quelque chose par rapport à l'année de contrat qui lui reste, avec une dévalorisation salariale, pardon. Euh, mais en fait, si on regarde un petit peu les pistes ou les postes qui ont été donnés, si maintenant on devait recruter un ailier, je prends l'exemple de Rodrigo, même si c'est loin d'être fait et que probablement ça ne se fera pas, en tout cas si le joueur ne change pas ses prétentions salariales. Si Rodrigo y vient, tu as, pour moi, Rodrigo titulaire à gauche. Hmm. Et tu as Saka titulaire à droite. Ouais, Martinelli peut être le backup des deux. ouais. Il est capable de le faire. Du coup, Trossard, en gros, je le garde si Nwaneri part. Si Nwaneri reste, je dégage Trossard. Pour moi, en fait, l'avenir des deux, il est. Alors, je vous parle du départ de Nwaneri. Vous êtes en train, à mon avis, de vous dire, mais de quoi il parle. On va y venir juste après. Le cas Ethan Nwaneri, moi, à mon avis, cet été, ça va bouger. Je pense qu'il va y avoir des appels du pied parce que contrairement à son pote de l'académie, à MLS, tu le vois beaucoup moins épanoui, moins utilisé aussi. En termes de confiance, c'est pas forcément ça, dans la confiance accordée. Et je pense que de par son jeune âge, etc., il peut intéresser des clubs de PL qui ont les moyens. Après, est-ce qu'il franchira le pas ou pas? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il est prêt à refaire une saison sur le banc? Parce qu'il est parti pour, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas de blessure, On parle de sa première saison où il a explosé. Enfin, faut que le mec aussi, il a 18 ans depuis quelques mois. Enfin, on va y venir juste après. On va juste conclure sur, si tu veux bien, sur Leandro Trossard, Jonathan. Les notes, on les a données. Décevant, encourageant. Bref, décevant. Ah, non, mais je préfère demander. Après, on va dire Oui, oui. que. Non, c'est décevant. Ok, très bien. Ethan Nwaneri, on y vient. Alors, du coup, je rebondis directement sur ce que tu as dit. C'est sa première saison au club en tant que titulaire, en tant que équipe première. membre de l'équipe première. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand tu es jeune comme ça, il faut aussi savoir attendre de saisir ta chance, comme il l'a fait à certains moments. Maintenant, quand tu regardes bien la saison qui vient de se passer et les fois où il a joué, en fait, il a joué à chaque fois que Arteta n'avait pas le choix. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a joué à chaque fois qu'Arteta n'avait pas le choix. C'est-à-dire que quand Ødegaard se pète, tout le monde dit, ben, les paroles d'Arteta à l'intersaison 2024-2025, où on dit Nwaneri, c'est le backup de Ødegaard. Ødegaard se pète. Le supporter lambda, il se dit quoi? Bah, Ødegaard se pète. J'ai le backup, donc le backup va jouer. Et ben le backup, il reste sur le banc. Pour mettre Trossard dans des matchs où il les a quand même enchaînés dans ce poste de meneur de jeu, où il était complètement dégueulasse, et je pense qu'il l'a au moins fait au moins 6, 7 fois. Et Nwaneri rentrait en fin de match. Il avait des morceaux de 3, 4, 5, voire 10 minutes. Et c'est au moment où Saka se pète, que Martinelli se pète, que côté gauche, Trossard doit jouer, qu'on n'a plus personne à droite, que Sterling, il est. Voilà, Sterling, que Nwaneri commence à jouer et à marquer. Donc, 18 ans, Jonathan, oui. Première saison chez les pros, oui. Mais mets-toi juste à la place du joueur. Je joue à quel moment l'année prochaine si le club est ambitieux et met 200 patates sur le marché du recrutement? Il joue quand? Raoul, j'entends ce que tu me dis, mais quand tu dis il repart sur le banc, on dirait que le mec, ça fait 4 ans qu'il est là et qu'on lui fait faire du yo-yo, ce qui n'est pas le cas. Mais Moi, je suis il d'accord avec. sera pas dans la Moi, je suis rotation. C'est il sera dans la rotation, si, je pense qu'il sera dans la rotation. en numéro 5. Bah, pour l'instant, il n'y a pas spécialement de plan pour recruter un backup à Saka en plus. Enfin, pas que j'ai vu, hein, j'ai peut-être loupé des trucs, hein. On ne parle pas de backup à Saka, on ne parle pas de backup out garde. À moins que j'ai loupé quelque chose. Alors que backup out garde, on en parlait il y a 3 mois avec le jeune Scandinave Nipan. Là où là, il n'y a plus rien. Donc, pour moi, il n'est pas en numéro 5.
On l'a vu jouer en backup de garde ou ailier droit. Sterling, il rentre à la maison et pour l'instant, il n'est pas question de recruter quelqu'un à ce point-là. Moi, le truc qui m'a dérangé dans l'utilisation de Nwaneri cette saison, et on en a déjà parlé plein de fois ensemble, c'est le peu d'utilisation qu'il y a eu pendant la blessure d'Odegaard, où en tout et Mm. pour tout, il joue 52 minutes de PL sur 2 mois. Où là, c'est un peu léger. Je ne demande pas à ce qu'il soit titulaire 95 minutes euh, tous les samedis, mais je pense qu'il y avait du mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Après que son temps de jeu est diminué une fois que Saka rentre et qu'on est en quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, après, contre le Paris Saint-Germain, je trouve ça un petit peu normal. C'est peut-être un petit peu dommage, une fois qu'on a su que la PL c'était mort, de ne pas en avoir fait jouer plus, mais je pense qu'il a eu un petit peu de temps de jeu où il n'a pas vraiment prouvé sa plus-value, ce Voilà, à qui est la normal. fin, sa C'est un fin de joueur saison, elle est dégueulasse. c'est un joueur qui doit encore se développer. Il y a cette période d'octobre-novembre, mais là encore, on parle vraiment du début de saison, quoi. Et on a eu ces discussions et on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il y a vraiment du risque à se faire pour l'an prochain. Qu'il y ait des gens qui viennent le voir pour lui proposer des gros salaires, comme ça a été le cas avec Shido Martin qui est parti à Manchester United. Non, pardon, j'ai une bêtise. C'est Haven ou Sobi? Ouais. Even qui est parti, ouais. Even, ouais. Bref, avec ces joueurs à qui on propose tôt de partir, ça va arriver. Ça va arriver. Je pense malgré tout que là, il est dans un cocon. Il est avec son pote à côté. Il a fait une saison 9 buts de passes décisifs. Donc, il a eu des occasions, hein. Il les a eu, ces occasions. Il a eu ses opportunités. Et pour la majorité, il les a prises. Je pense pas qu'il y a vraiment à s'en faire pour tout de suite maintenant. Après, je ne dis pas qu'il va partir, hein, mais je dis qu'il va y avoir un vrai intérêt. Euh, Corentin, Nwaneri. Ouais, là pour l'instant c'est vrai qu'on parle beaucoup de sa gestion au final, mais dans ce qu'il a montré sur son début de saison, le peu de fois, enfin le peu de fois où il a pu jouer, c'était quand même extraordinaire. Il marque des buts sensationnels. Le but contre Girona, les buts qu'il met en Carabao Cup quand il est titulaire, c'est vraiment du très très haut niveau. Et c'est vrai que par contre, en fin de saison, le peu de fois où on le voit, ben, en fait, il est pas bon. Donc, je suis d'accord que ça, on aura le temps d'en parler pour l'épisode contre Arteta. On Euh, va le faire en trois parties. quand Odegaard est blessé, il doit jouer plus, c'est sûr. Même quand Saka est blessé, normalement, il aurait dû jouer beaucoup plus. Mais voilà, après, est-ce que Arteta n'a pas jugé que, il était pas prêt ou il y a des choses aussi qu'on ne sait pas. Et puis voilà, en fin de saison, quand il a joué, il n'était pas bon, quoi. Donc Hmm. voilà, Jonathan l'a dit, il est très très jeune, il a 18 ans. À mon avis, il va pas faire l'erreur de Evan d'aller se cramer ailleurs juste parce qu'il veut du temps de jeu. Je pense que il sait que Arteta a confiance en lui. Euh, pour moi, je pense qu'il va être dans la rotation la saison prochaine. Ce sera sûrement en backup d'Odegaard euh, ou de Saka, mais en tout cas, c'est sûr que euh, j'espère, en fait, j'ose espérer que Arteta aussi a appris de ses erreurs au niveau de la gestion de l'effectif et que on va lui dire clairement que tous ces blessures liées aux ischios, c'est aussi un problème de rotation et de gestion de temps de jeu d'effectif. Parce que Saka, je pense que s'il avait été sorti plus tôt dans certains matchs, 75e, 80e, ce qui n'arrive jamais, hein. Ce qui n'arrive jamais avec Saka, il joue tout le temps. 60e. Le match Euh, gagné où il y a 3 buts d'avance. Odegaard, franchement, j'ai même pas compté cette saison le nombre de matchs qu'il fait jusqu'à la 90e alors qu'il est Horrible. 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 C'est C'est horrible. horrible. Et franchement, Nwaneri mérite certains matchs de jouer 15 minutes, quoi. Et pour moi, c'est surtout là où ça va être le tournant pour lui. Mais pour moi, voilà, il va être dans la rotation la saison prochaine. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Ok. Euh, J'espère qu'il aura plus de temps de jeu. Voilà, aussi à nous de faire mieux qu'en FA Cup cette année aussi, hein. Mais voilà. Pour moi, je trouve que c'est quand même extrêmement encourageant ce qu'on a vu de Nwaneri cette saison. Surtout la première partie, ouais. Le dernier mois, plus compliqué. Nico. Ouais. Ouais, bon, relativement d'accord de toute façon avec ce qui a été dit, mais en soi, c'est pas facile à analyser sa saison à Nwaneri parce qu'il a eu une saison pas facile, en vrai. On attend beaucoup de lui. Je pense qu'il a eu aussi
sans avoir l'engagement du coach sur son temps de jeu, mais on a dû lui promettre certaines choses. On attend qu'il remplace Odegaard pendant son absence, ça vient pas. Faut, comme tu le disais, que Saka se pète pour qu'on puisse le voir. Après, il disparaît un petit peu. Il revient dans les matchs et là, il est un peu décevant, même au niveau attitude. On n'a pas l'impression qu'il se donne vraiment, on voit pas vraiment se battre, etc. Ou c'était très inégal. Bon, c'est pas très Il grave. est très peu expressif comparé à Lewis Kelly. Lewis Kelly, tu vois qu'il a la. Ouais, ouais, c'est difficile, je trouve, d'analyser la saison de ce joueur. Le fait qu'il a 18 ans, de toute façon, là, il faut juste lui donner plus de temps de jeu. Peut-être lui attribuer, pourquoi pas, un certain rôle pour un peu le former davantage. Je sais pas, ça peut être. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de backup à Odegaard. Il semblerait que sur les tendances de recrutement, ce soit pas forcément quelque chose dont on parle, effectivement. Donc peut-être qu'on peut essayer de l'introduire en tant que tel pour qu'il puisse avoir cette position de meneur que finalement on n'a pas vu beaucoup prendre. En soi, bon, moi je suis pas forcément sur la même ligne que toi, Raoul, en disant que tu sens peut-être le départ ou voilà quelque chose qui pourrait se passer pour lui. Déjà, de mon point de vue, je le souhaite pas, mais je pense que c'est un joueur qui va rentrer dans la rotation. De toute façon, aussi, à force qu'on dise ouais, mais lui, il va pas rentrer dans la rotation et comment on va faire avec un tel si on rajoute un attaquant ou un autre joueur. Cette année, on a manqué de joueurs. Donc, je vais pas cracher sur le fait d'avoir plus de joueurs sur le banc. Il nous en faut. Si c'est Nwaneri qui fait le banc, moi, ça me va bien. Je pense qu'il aura des occasions. Après, c'est effectivement tout l'enjeu, c'est la gestion. La gestion de ces joueurs-là, comment on leur fait accepter d'attendre, comment on leur fait le fait d'accepter les moments où il y aura plus de matchs, etc. Et puis derrière, c'est les attitudes concrètes du coach et des joueurs. Donc le coach qui les fait rentrer et les joueurs qui donnent satisfaction ou pas derrière. Mais saison prometteuse et on demande à ce que ce soit confirmé. Encore une fois, moi, je dis pas qu'il va partir. Voilà, parce qu'après, je pense qu'il va y avoir des appels du pied. Après, est-ce qu'il sera capable de les refuser ou pas? Mais je vais aller juste au bout de ma pensée. Et là, je pense que je vais m'attirer les foudres de nos auditeurs. Mais très honnêtement, comment moi je vois la saison à venir, et c'est un avis très personnel. À partir du moment où on recrute, alors mon hypothèse, elle est la suivante. On recrute un neuf qui, on va dire que je me mouille pas trop. C'est quand même là-dessus qu'on bosse le plus en ce moment. Et la seule hypothèse que je vous demande de garder en tête, messieurs, c'est qu'on garde trop ça. Je dis pas que je veux le garder, mais c'est dans mon hypothèse. Ça veut dire que, et qu'on les recrute un ailier gauche, pardon. Dans ma tête, avec ces recrutements-là et l'effectif-là, on va avoir l'ailier gauche titulaire qui va jouer à gauche. On va avoir le 9 qui va jouer en 9 et on va avoir Saka qui va jouer à droite. Ça va être la ligne d'attaque titulaire. Avec de garde en meneur de jeu. Backup à gauche, Trossard, voire Martinelli. Backup à droite, Martinelli. D'accord? Au Pressous. Hein? En Ça- décembre, Au au mois Pressous. de décembre. Ouais. Mais, non, mais là où je vais vous faire comprendre, c'est que si le 9 il joue, en fait, il y a le cas Havertz, qui pour moi, on ne peut pas l'associer, etc. Donc ça veut dire que si Ødegaard se pète, c'est la carte Joker d'Arteta qui s'appelle Kai Havertz qui prendrait sa place. Et auquel cas, je vois pas comment. Ça, t'en sais rien. Bah, c'est mon ressenti. Oui, non, mais Oui, c'est oui. vraiment mon ressenti. Et c'est là où je me dis que je ne vois pas comment Nwaneri peut s'exprimer dans une saison avec ces hypothèses-là. Alors, ça fait peut-être beaucoup d'hypothèses, et je peux me tromper. J'espère me tromper. Et moi, un joueur comme lui, très honnêtement, la saison prochaine, moi, je le prête. Perso, je le prête dans un club Ça, où il peut jouer, faire une saison complète et montrer ce qu'il vaut. mais comme tu l'as dit, tout dépend de ton recrutement. C'est vraiment Oui, ça oui. qui définit ta ligne le concernant. Et, Ouais. je, et Après, une moi, je saison, elle trouve, est longue, la saison. et moi, je trouve que les prêts
dans ces cas-là, ont un vrai intérêt. C'est pas de te débarrasser ou de négocier la moitié d'un salaire, etc., parce que tu es obligé d'alléger ta masse salariale. C'est vraiment de dire, voilà, j'ai une pépite, j'ai un joueur qui, peut-être, cette année, n'aura pas autant de temps de jeu qu'il mériterait ou qu'il espère, et ben, va t'aguerrir une saison dans un club de milieu de tableau haut ou peut-être En Christ- PL? Ouais, Ah, j'ai du mal à les voir prêter Nwaneri en PL, hein. bah Autant pour je moi, pourrais Ça le voir aussi, à j'ai pas l'étranger, compris. mais bon, dans ce cas-là, tu prends encore. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que du coup, le gamin, tu changes d'environnement, de pays, de langue. c'est pour ça que je le laisse en PL. Moi, Fulham ou Crystal Palace, tu vois. Bon. Et en espérant qu'il cartonne et que derrière, il revienne avec des certitudes. Et que nous, on ait des certitudes aussi, tu vois. Et que l'on établisse à ce moment-là un vrai projet pour ce joueur-là. Ah, moi, je trouve que t'as un coup Moi, d'avance dans ce cas-là. j'ai juste peur qu'il s'essouffle à ne pas trop jouer. Voilà, c'est juste, encore une fois, c'est vraiment mon ressenti très personnel. Hmm. Et je dis pas que c'est, voilà, j'ai pas une boule magique, hein, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en l'état actuel des choses, avec le coach que l'on a et la façon de coacher, moi, c'est ce que je ferais. Et je trouve que ça serait un deal un petit peu gagnant-gagnant pour tout le monde, finalement. Nwaneri aurait du temps de jeu, nous, ça nous laisse un an, pardon, et puis sachant que dans les prêts en Angleterre, tu es capable de rappeler ton joueur aussi, hein. Et, Oui, si tu, oui. et en plus de ça, tu peux mettre la clause comme quoi il a pas le droit de jouer contre toi, comme ça au moins tu es tranquille et tu sais qu'il va pas te faire de la misère. Donc, Ah, mais ouais, tu perds une solution sur ton banc, quoi. on est d'accord. Après, est-ce qu'on va avoir de nouveau la même saison de merde au niveau de blessure? J'en sais rien. On n'est pas parlé des notes de Nwaneri. Les fans, ils sont assez réceptifs au match de Nwaneri malgré la fin de saison, qui plombe, à mon avis, un petit peu sa moyenne, puisqu'au niveau des fans, on a une note de 6 sur 10, et au niveau de la rédac, qui me semble plus cohérente vu la fin de saison, de Hmm. 5,82. Corentin, c'est bien ça, hein? C'est ça, ouais. Donc Voilà. on rappelle, au-dessus de 6 c'est ceux qui ont fait une bonne saison, quoi. Ouais. Voilà. Et lui n'a pas eu de zéro, hein? Hein, Louis? Hein, Louis? Louis? Lui, on ne plombe pas sa moyenne. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur Ethan. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas? Non, Non, c'est bon. Non. Il nous reste donc, mon cher Jonathan, il nous reste Gabriel Jesus et il nous reste la pépite Raheem Sterling. Es-tu Ephraim d'accord que Terroir. l'on commence par Gabriel Jesus d'abord? Ah oui, oui, j'ai dit le meilleur pour la fin. Donc, Allez, Gabriel Jesus, l'homme qui aura tout déchiré pendant 2 semaines, avant de se Ça va être, déchirer lui-même. ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Gabriel Jesus, c'est 27 matchs, toutes compétitions confondues, pour 7 matchs et 2 passes décisives. Et les notes, on va les donner tout de suite. 5,77 côté fan et 5,54 côté rédac. Il commence la saison blessé, si je ne me trompe pas. Il finit la saison blessé. Entre-temps, il revient à la période de Noël. Un C'est petit, ça, c'est Noël, ouais. ouais, hein, c'est la Ah, période de Noël Mm. où il fait un triplé contre Crystal Palace. Où on se dit, C'est ça. waouh, il est de retour, he's Ouais. back. Eh ben, il n'est pas resté back longtemps. mais attendez, juste une question. Quand ils ont fait Oui, la tournée aux States l'année dernière, c'est pas Arteta qui avait dit aussi, qui avait si, fait une si, déclaration. si. Jésus, c'est Il une avait dit machine. ça. Ouais. ah, C'est mais lui qui dit Grosse tout, en prépa, fait. Oui, oui, machin. il a dit ça, oui, oui, en oui. Avec fait, ses si on veut conférences qu'un de joueur se presse à la blesse, con, c'est lui qui, c'est à cause de lui que ça se passe, ça. si on veut qu'un joueur se blesse, il faut qu'Arteta dise, c'est une vraie machine. Ce mec-là, un rock, c'est Hulk, et bim, allez, ça dégage, ça se blesse. Gabriel, ouais, saison très courte quand même, hein, parce que dans les 27 matchs, toutes compétitions confondues, il y Tout est au début. a, il y a plein de petits bouts de match, il y a son retour de blessure où il commence à avoir des petits bouts. Il revient vraiment en forme à la période de Noël, où il fait, je crois qu'il fait deux triplés. Et Il un fait un triplé et un doublé et un doublé. triplé Il contre fait un Cristal. doublé et un C'est dans triplé contre la, c'est dans la, Crystal. c'est dans la même semaine en Dans la plus. même semaine, ouais, il y avait un Hmm. match de Ouais, Carabao Cup et un match de championnat, je crois. c'est ça. C'est Et exactement ça. donc, ça fait 5 buts en 2 matchs sur les 7 qu'il a marqués. Mais bah voilà, alors, franchement, il se pète malheureusement sur un effort défensif où on perd la balle bêtement. Il revient au Ouais. taquet, il donne tout Mm. pour l'équipe, il se baisse. Honnêtement, ça fait chier, mais
Moi, j'ai juste 3 mots à dire sur lui, hein. Beaucoup trop fragile. Voilà. Moi, c'était à vendre. Mais Alors, 3 mots à vendre rapidement. non, mais là, c'est pareil. Il faut attendre qu'il revienne, qu'il fasse deux, trois matchs. Le mec, bon, le problème, c'est qu'il faut bien. Enfin, ça se fait pas comme ça. Il faut attirer aussi les acheteurs. Mais bah, il a fait une saison, la première saison avec nous de folie. Et après ça, c'est compliqué, quoi. Depuis la Coupe du Monde, c'est compliqué, de toute façon. Ah, quand les joueurs sont pas fit, hein. Et en plus, c'est un joueur qui est énormément sur les Capitaine. appuis. Capitaine en plus, hein. Ouais. Ouais, Ça, c'est ça, ça, c'est ça, surtout, ça hein, t'apporte beaucoup, ça, hein, Jonathan, hein. Ce brassard Ça me bis. démange, moi, ça apporte beaucoup. Ouais, Est-ce que tu veux qu'on en parle sur l'épisode d'Arteta d'ailleurs? On pourrait. On On pourrait. pourrait, ouais. Messieurs, la parole est à vous sur Gabriel Jesus. non, mais c'est malheureux pour lui en soi, parce que ça a l'air d'être un mec de club, enfin, plutôt de vestiaire, pardon. Hmm. Je pense que effectivement, il donne tout. Et de salle de Il a l'air sport. d'être. Ouais, il a fait du kiné, ouais, c'est ça. Mais il a l'air d'être vraiment apprécié ainsi de suite. Mais Jesus, ouais, je sais pas. Franchement, je sais plus quoi dire sur lui. C'est quand on l'a vu arriver, franchement, c'était photo en haut de l'Emirates, incroyable. Il arrive, il va tout péter. Et en vrai, je le croyais, hein. Mais il s'est pété lui-même, c'est tout. Il a rien pété du tout à part ça. Et c'est décevant. C'est tellement décevant. Puis il sera, enfin, pour le vendre, je vois pas comment. Enfin, c'est un coup de chance. Il fallait le vendre avant qu'il se repète, quoi. Il fallait capitaliser sur ses 5 6 buts, puis le mettre en vente et ça aura peut-être marché. Mais Mais non, Et il a que c'est un peu, 28 dommage. ans, hein. Il a que c'est un Bah peu ouais, 28 comme, ans. c'est un peu comme Tomiyasu et Tierney, ces mecs-là, quand ils sont sur le terrain, t'as pas grand-chose à leur reprocher, quoi. Quand ils sont sur le Non? terrain, c'est ça le problème. c'est c'est rageant, quoi. Tomiyasu, je l'avais déjà oublié, lui. Corentin, quelque chose à rajouter sur Ouais, toi? ouais, parce que c'est quand même, en plus, c'est vraiment une blessure, c'est une blessure grave, quoi. C'est ligament antérieur du genou. En plus, c'est son genou où il avait déjà eu Nous des problèmes. fétiche. Donc, ouais, il lui reste 3 ans de contrat. Moi, je pense que personne ne voudra l'acheter, même s'il refait, quelques bons matchs pour moi. On a deux invendables, hein, dans le club cette année, hein. C'est Mm. Tomiyasu et c'est Ouais, Gabriel Jesus, hein. je Pas vois avant plein l'été de, prochain, quoi. Il lui faut au moins six ouais, mois ouais. de plein régime où il fait du bon travail pour Je vois plein attirer. de gens, dire ouais, il faut le vendre et tout, mais À qui? Ah oui, à qui? personne, personne n'achètera ces joueurs-là. Donc ouais, c'est frustrant parce que comme on l'a dit, il y a la semaine contre Palace là où il fait 2 buts et 3 buts où on se dit ah yes, enfin un peu de folie en attaque et puis paf, la pète derrière. Euh, Et paf, Jesus, allez hop. non mais c'était franchement toute cette période-là, et en vrai franchement c'est à pleurer quoi. Mais ouais, ouais, c'est terrible pour lui parce que ouais, il est pas physiquement, il est fini quoi, ce joueur. Donc ça me fait mal parce que j'aime beaucoup ce joueur et sur il y a un but qui marque contre Palace là où il est à l'entrée de la surface, il allume direct et c'est vraiment tout ce qui nous manque vraiment Hmm. en tant que Très, très spontané dans le geste. voilà, de façon spontanée. Voilà, il a vraiment l'âme du buteur et c'est dommage qu'il soit aussi fragile physiquement quoi. Donc voilà. Ouais. Et vient le moment tant attendu par le monde entier, puisqu'on écoutait à travers le monde, rappelons-le, l'analyse de la saison de Raheem Sterling. Alors déjà, Il y je a, dois vous avouer que je suis très attristé de ne pas avoir Richard dans cet épisode-là, qui aurait probablement fait tout un laïus sur Raheem Sterling. Euh, Bah voilà, hein. Il est venu, il a vu, il est reparti. Entre-temps, il a laissé son gamin à l'académie. Et il y a- puis, et puis voilà.
Non, alors, plus sérieusement, messieurs, il y en a qui croyaient pas du tout. Richard, en l'occurrence. Moi, je vais pas dire sceptique parce que j'ai réécouté l'épisode où on parle de lui. Je me dis, dans un environnement club où il se sent à l'aise, vu ce qu'il a déjà fait, même à 30 ans, c'est quelqu'un qui, dans la rotation, peut nous apporter quelque chose. Et j'ai été patient. J'ai été très patient. J'ai attendu. Il n'est jamais Attends venu. toujours. Ah, il n'est jamais venu. C'est son, c'est son fantôme. Non, mais c'est. Alors, la bonne affaire, on pourrait nous dire que c'était Chelsea qui prenait à sa charge 81% de son salaire, je crois. Mm. Si ce n'est 90. Mais vu la saison qu'il a fait, même les 10% restants, c'est c'est beaucoup trop cher. Ah, c'est Alors, Raheem super cher, Sterling, hein. en termes de stats, c'est 28 matchs joués, toutes compétitions confondues. C'est un but pour 5 passes D. Voilà. Et c'est une. Dans la majorité contre des équipes de Oui, Carabao. oui, oui, oui. Oui, ce que j'allais dire. C'est quelque chose qu'il faut préciser, je pense aussi. Oui, mais bon. Euh, Au niveau des notes, je crois que c'est 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 le, c'est le dernier de la classe. Hein. Éclaire-nous sur la notation de Sterling, Raoul. Je crois qu'il a le bolé d'âne cette année. Hein. C'est le soulier de plomb. C'est 4,33 au niveau des fans. Et puis bon, vu qu'à la rédac, des fois on aime bien, tu vois, c'est 4,42 au niveau de la rédac. C'est catastrophique, hein. Ouais. Mais C'est il faut ouais. quand même il faut se rendre compte de l'exploit de Sterling, c'est que il est venu avec des attentes qui étaient très très basses et il est radicalement Voire inexistante hein, pour certains. Hein. voire inexistante. Il se retrouve quand même à être le flop de l'année, tu vois. Et C'est même les ça. gens qui n'attendaient rien de lui, ils sont encore déçus. Oui, mais oui, parce que, attends, on parle souvent, on en parlait sur Discord tout à l'heure, ça parlait de Pepe, Sancho, de Grealish, mais là on parle de mecs qui sont à 100 millions de transferts, tu vois, où tu as des attentes, ce qui est normal. Pepe, 80 millions, tu as des attentes, c'est normal. Là, le mec, il n'y a rien, et il est en prêt. C'est Chelsea qui paye 50% du salaire, je crois qu'on doit payer 100 000 pounds par semaine. Il a en plus de ça, il a de l'espace. Il a 1100 minutes de temps de jeu, ça fait 12 matchs pleins. Donc, il a quand même. On ne peut pas dire qu'il n'a pas eu l'espace pour s'exprimer, il l'a Ah, eu. sur le banc, il a eu de la Et, place. et il arrive à être un flop. On se souvient de ses derniers matchs. Alors, je ne sais plus si c'était Southampton ou un autre. Oui, bon, déjà, il n'arrivait pas à faire un centre, il faisait des centres éclatés. Et en plus de ça, il se fait martyriser. Ah non, mais tu le mets lui, qui fait 1 m 70 contre Newcastle face à Dan Burn. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, mais c'était un des derniers matchs où il se faisait martyriser par les défenseurs, mais genre, qui le méprisait, le gars. Tu vois, il poussait d'un revers de la main. Bouge, quoi. Waouh, c'est dur, hein. C'est très, très dur. C'est terrible. Ouais. Franchement, c'est. Comme l'a dit Jonathan, ouais, moi j'attendais vraiment rien de lui, quoi. Parce que c'est un transfert de dernière heure de mercato. On sait que c'est un truc fait dans la panique. Ça, ça, on aura bien le temps aussi d'en parler pour le de Rui contre Arteta. Parce que c'est vraiment un scandale d'avoir vraiment prêté Vieira et Nelson pour laisser Pour de la ça. place à ce mec-là. Et parce qu'en plus, on lui a vraiment fait confiance, quoi. On lui a donné du temps de jeu. Et c'était vraiment une catastrophe, vraiment. C'est pas on peut pas d'autres mots. C'est vraiment, il s'est fait martyriser, quoi, vraiment. C'est le mot. On a dit, alors peut-être qu'il a apporté je sais pas, Arteta nous disait à un moment qu'il était bon à l'entraînement. Ouais, d'accord, si tu veux, mais Après, c'était. le club l'a bien mis en avant parce qu'au début de saison, on voit les entraînements où Ah ouais, effectivement ouais. des crochets Ah ouais, courts, des ouais. frappes en pleine lucarne. Mais moi, je pense que là, Il nous a quand il y a même fait une de. Mais moi, je annonce. pense qu'il y a de l'AI derrière. Hein. Franchement, quand on voit la saison de Il Sterling, je pense il nous qu'on a a fait fait, appel à de l'intelligence artificielle. il nous a fait une annonce quand même pour son arrivée. On ne sait pas comment, qui a été enregistré à 23 heures, où le mec te dit le meilleur reste à venir en annonce de base de com. Il dit ça, vous allez voir le meilleur de moi. Ah bah putain, c'était. Ouais. Non, non. Bah, le Franchement, meilleur, c'était au coup de sifflet final du dernier match contre Southampton, où finalement, on sait que c'est la fin de son calvaire chez nous, quoi. Donc, franchement, ouais. Chelsea, C'était. veuillez bien le reprendre, s'il vous plaît, hein, puisque le club a enfin officialisé que, il ne sera pas reconduit, mais juste avant, on a signé son fils à l'académie. Donc,
à voir. Je crois que son fils, il a 13 ans, donc il faut quand même être patient, hein. On n'attend pas non plus une star demain. Mais voilà, peut-être que c'était ça son objectif, mais quel flop. Est-ce qu'on Quel peut flop. parler de flop de la saison quand même? Ah Oui, Bah oui, oui. et de très Quand loin. même. Hein, et de très Oui, loin. Je oui. pense que Ah bah oui. le deuxième flop, je sais pas qui c'est, mais il faudra le le mot flop, chercher. le mot flop est sympa, hein. Le mot flop est gentil, hein. Ouais, mais tu veux dire... Tu veux dire quoi? Après, j'ai les mots de Richard qui résonnent dans ma tête. Comment tu veux être déçu d'un joueur quand tu n'attends rien? Ouais, Et, quand même. alors moi j'attendais. Donc du coup, oui, c'est un flop. D'autres n'attendaient rien et bah, ils ont été juste tristes de le voir à chaque fois rentrer, de voir ses courses, le cul bombé dehors. Et puis il a même plus la vitesse, il a plus la technique, il a plus la Et il n'y avait frappe, plus rien. il a plus rien quoi. Il a plus rien. Alors je suis persuadé que l'année pro, ben, persuadé. Dans le côté un peu arsenalesque, tu sais, il va être reprêté et il va faire une saison de feu, quoi. Mais même ça, j'y Bon. crois pas, parce que ce mec, pour moi, il est fini il est fini dans le foot. C'est... Il peut aller Si, passer ses si, en badges, vrai. là. Il peut aller passer ses badges au Pays de Galles, là, pour devenir coach, hein. C'est bon, c'est... Bah, franchement, je sais même pas s'il a un niveau Ligue 1, Ligue 2, quoi. C'est pas possible, quoi. Non. Vraiment. Ah non, Après, je l'imagine vraiment, je l'imagine. si, C'est. si. Après il va terminer dans les ligues saoudiennes comme Suarez, où Suarez, il fait 120 kilos maintenant. Ouais, Tu le vois à l'échauffement, il fait un sprint, tu te dis qu'il va tomber en avant tellement il est lourd et qu'il est gros. ouais, je pense que le Euh, mieux pour lui, ce serait de la MLS ou ouais, un truc comme ça, de Non, l'Arabie trop, Saoudite. trop de niveau MLS, il y a trop de niveau encore. Messieurs, je pense très honnêtement que on a déjà parlé beaucoup trop longtemps de Raheem Sterling. Euh, non, il fallait quand même voilà, qu'ils se souviennent de nous. Gros flop, voilà, on en rigole beaucoup parce que la saison elle est terminée, mais on aurait aimé avoir, je suis d'accord avec toi, hein, Corentin, hein, des Nelson et d'autres qui auraient pu probablement faire bien mieux. En tout cas, tu peux pas faire pire, donc voilà. Mais le club en avait décidé autrement au moment du mercato d'été de la saison dernière. On termine donc avec cet épisode notre heure du bilan sur l'ensemble de nos joueurs. Pour ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout, vous l'aurez remarqué qu'il y a donc forcément, bien entendu, des satisfactions dans toutes les lignes, mais aussi, si c'était des déceptions, des manques. En tout cas, il y a une sorte de frustration sur certains de nos joueurs, sur un delta entre nos attentes et les prestations réelles. On ne peut qu'espérer mieux pour la saison prochaine. Et de toute façon, si on veut être champion, on ne peut pas être champion avec une qualité de jeu proposée cette saison par nos joueurs. Et là, je parle vraiment des joueurs, je ne parle même pas de plan tactique, de schéma tactique ou autre, puisqu'on se garde ça pour l'épisode de 5 heures que l'on va bientôt enregistrer sur Arteta. Euh, Messieurs, merci à vous d'avoir zappé le match de l'équipe de France Hmm. qu'il a emporté 2-0 face à l'Allemagne pour enregistrer cet épisode. On se retrouve pour certains très rapidement pour le dernier épisode de cette saison qui vient de s'achever, puisque l'heure du bilan viendra pour Arteta et son staff. Et puis on déviera un petit peu sur le board également, puisque il y a certainement des choses à dire Ça va là-dessus. ensemble. Oui, c'est un tout. Hmm. Euh, voilà, cette équipe aura, je sais pas si on peut parler de mérite, mais aura eu le mérite de conserver la deuxième place jusqu'au bout. Elle aura eu le mérite d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Elle aura eu le mérite de faire des matchs à peu près digestes pour nous faire oublier la saison de Première Ligue qui, elle, a été clairement indigeste, infâme, remplie de purges. Et il reste à croiser les doigts pour que Bertha et ses équipes fassent pardon, le job nécessaire pour que on puisse prendre au moins du plaisir
à regarder notre équipe jouer la saison prochaine. Bertha qui perd pas de temps, hein, qui se recrute un assistant pour remplacer Aito, là. Ils ont commencé à en parler. Un Ouais, directeur sportif qui est passé par la Juve, par les jeunes de la Juve et par Grenade, si je dis pas de bêtises. Directeur du foot GM de Grenade. Bon, en tout cas, il travaille sur la cellule de recrutement pour se renforcer et que Bertha mette des hommes à lui, quoi. ouais, bon, il faut lui laisser le temps. Bah, le temps, non, il faut lui laisser maintenant la possibilité de mettre sa patte. Après, on verra si on s'est trompé ou pas dans le recrutement, mais si on veut juger Bertha, il faut lui laisser faire. De toute façon, Après, on n'a pas le choix. le chantier en attaque, c'est la priorité de ce mercato. Et là, par contre, il n'a pas le droit de se louper. C'est là Clairement. où il a une grosse pression. Je pense Eh ben, que tu veux pas te louper, tu mets 150 millions sur Isaac. Non, mais moi, je le répète, hein. Moi, Ouais. je trouve que tout autre Pas Sarraoul, recrutement, on fait pas Sarraoul. on l'a fait sur Rice, hein. On a mis 120, hein. Ouais, je sais pas, on verra bien. On aura le temps d'en parler. Il y a des choses il y a des choses qui se préparent. On parle d'un gardien remplaçant, Kepa. On parle de la finalisation courant du mois de juillet, en tout cas de l'annonce courant du mois de juillet, pardon, de Zubimendi, puisqu'ils veulent pas l'annoncer avant pour je ne sais plus quelle raison. On, on verra bien. Raison bon, financière avec la Sociedad. Ouais, mm. je sais pas. Wait and see, comme ils disent de l'autre côté de la Manche. Messieurs Corentin, Jonathan et Nicolas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et soirée, voire même nuit pour Jonathan. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Come on Gunners, ciao ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.